Merci Claude d'être présent aujourd'hui. On est également avec Lionel qui fait partie des Shifters et qui est également en formation avec toi Claude, on en parlera un peu plus tard sur la formation d'habitologue. Donc voilà, l'objectif de cette session d'aujourd'hui, c'est de discuter en live. On n'a pas préparé de support. On a beaucoup de questions aujourd'hui autour de la rénovation, on va dire, la transition énergétique. Il y a quelques chiffres que voilà, vous avez sûrement déjà entendu parler, mais on parle de 30 millions de résidences principales en France au 1er janvier 2022 et dont 17% du parc seraient des passoires énergétiques. Donc, c'est celles qui sont en étiquette F et G. Donc, je sais que voilà, il y a beaucoup de débats autour de cette qualification des logements, notamment lors d'un DPE. Donc, ça, c'est un autre sujet. Et une des questions en fait que je voulais te poser et qu'on a eu aussi également des personnes qui sont présentes, voilà, qu'est-ce que tu penses de ces étiquettes? Qu'est-ce que tu penses en fait de ce qu'on appelle les passoires énergétiques? Oula, question simple, vaste programme. Donc, bonjour à toutes et à tous déjà. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont là. Euh, alors, une passoire énergétique, moi, déjà, dans la définition, le simple fait de dire à des gens, vous habitez dans une passoire, c'est quoi une passoire? Une passoire, c'est, on la connaît souvent pour la cuisine, hein. En fait, c'est un récipient style casserole qui était étanche. On a fait des trous dedans et ça fuit. Et donc, on dit aux gens déjà, on leur met dans la tête qu'ils habitent dans un truc qui fuit. Donc déjà, c'est déjà pas terrible, hein, au niveau le cerveau reptilien, il aime pas trop quand on lui fait peur, hein. Et donc, on a tous un cerveau reptilien et on entend tous au départ avec le cerveau reptilien. Et donc, le terme de fuite, le terme de passoire qui implique dans l'esprit des gens une fuite, c'est pas bon du tout, hein. Alors, bien sûr, il faut les qualifier de quelque chose, mais je préférerais qu'on les qualifie non pas de passoire énergétique, mais d'habitat inconfortable. Parce que dès l'instant où on dit aux gens, il y a une fuite chez vous, et donc c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, ben, ils imaginent tout de suite la formule, enfin la réponse immédiate, c'est ben, s'il y a une fuite, il faut qu'on la bouche. Donc on part sur l'idée qu'on n'est pas bien parce qu'il y a une fuite, et pour être bien, il va falloir qu'on la bouche. Donc d'emblée, on prévent une solution qui consisterait à limiter les fuites. Alors comme on dit passoire énergétique, mais au début c'était des passoires thermiques, hein, et donc quelque part, automatiquement, là aussi, les gens font le rapprochement énergie, thermie, puisque on leur a aussi expliqué pendant des décennies, des lustres, que s'ils ne sont pas bien chez eux, c'est parce que la chaleur s'en va. Et si la chaleur s'en va, il faut qu'on la compense par une production nouvelle. Puisque chaque fois qu'on chauffe, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est compenser les pertes. Et donc cette compensation de pertes, les gens déjà savent que ça coûte cher parce que c'est eux qui payent, hein, quand même au final, hein. Donc quand on a à faire un chèque pour la livraison du gaz, du fuel, de l'électricité ou quoi que ce soit d'autre, ou du bois, on fait le chèque, hein. Personne ne le fait pour nous, hein. Alors après, quand c'est trop douloureux, on nous dit ah, on va faire un petit bouclier. Oh, c'est bien, on est content, on se met derrière le bouclier, mais le bouclier ne fait pas tout, hein. Et donc, les gens se sont rendus compte que ça coûtait cher. Après, on leur a dit c'est pas bien parce que ça pollue, et c'est vrai, on va pas le contester, hein. Chauffer, c'est forcément générer des émissions de gaz à effet de serre, même si c'est pas toujours égal, hein. On a des solutions qui en émettent moins d'autres que d'autres, qui en émettent de façon moins pénalisante, mais ça en émet. Et également, on commence à dire aux gens, hein, merci Poutine, pas des conneries que tu fais, parce qu'à mon avis, c'est bon, on va pas aller plus loin dans la politique, hein. Mais en tout cas, il accélère notre prise de conscience générale. Je pense que là, les gens qui sont ici sont assez sensibilisés, hein, mais la population en général, à force de lui dire que tout est sous contrôle, ça va aller, et que l'important, c'est qu'on ait de la croissance, et qu'à partir du moment où on a de la croissance, on aura du bonheur, les gens
ont pris l'habitude de consommer, hein, tout simplement. Et donc, d'un coup, on leur dit, ah, attention, les ressources commencent à diminuer. Ça va coûter de plus en plus cher. Et là, effectivement, il y a une prise de conscience. Et donc, le problème que l'on a avec ces passoires énergétiques, c'est qu'on enferme les gens dans ce mode de pensée, je dois corriger. Et je dois corriger comment? Eh bien, est-ce que c'est suite à des lobbies menés par des lobbyistes performants pour des gens qui ont les moyens de se payer de bons lobbyistes? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la solution a toujours été de dire aux gens, si vous voulez moins chauffer, si vous voulez moins polluer, si vous voulez moins consommer de ressources, eh bien, il faut limiter les fuites de chaleur. Et donc, pour ça, il faut vous isoler. Alors qu'en fait, en faisant ça, on met dans l'esprit des gens que c'est la chaleur qui est la solution à tous les problèmes. Alors que probablement que la chaleur a son mot à dire. Il est évident que quand on est dans une ambiance où il fait -10, c'est plus difficile de se sentir dans le confort thermique que quand on est à +15 ou +20 en ambiance générale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en considération, mais on a mis avec ce terme de passoire énergétique, sous-entendu passoire thermique, sous-entendu pour éviter que ça fuit, il faut boucher les trous. Pour boucher les trous en matière de thermie, ça passe par de l'isolation, et on en arrive effectivement à cette idée générale qu'il faut isoler. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont des communicants qui ont dit aux politiciens, qui ont dit aux journalistes, etc., arrêtez de dire aux gens qu'il faut isoler, dites-leur qu'il faut thermiquement corriger. Alors, c'est bien, hein, on va vers le progrès, mais c'est quand même dommage qu'on continue encore à parler de passoire énergétique. Donc, moi, je suis assez contre ça et j'y reviens. Pour moi, c'est le confort, hein. Les gens ne chauffent pas parce qu'ils ont envie de chauffer, ce n'est pas une fatalité. On n'arrive pas au mois de septembre en disant « Ah, bah tiens, je vais allumer mon chauffage ». Non, on se dit « Oh, je suis moins bien chez moi, je vais compenser, je vais faire quelque chose ». Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… Non, c'est très intéressant. Tu as dit beaucoup de choses et il y a donc il y a des questions là, qui ont été posées sur le live. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la surface habitable par habitant qui a beaucoup évolué, hein, qui est passé de quasiment 14 mètres carrés en 1950. Aujourd'hui, on dépasse les 40 mètres carrés par habitant. Ça, c'est une chose. Et d'un autre côté, c'est voilà, finalement, quels sont les critères pour être bien chez soi? Tu as parlé de confort. Voilà, quels seraient les critères finalement de confort? Donc voilà, entre l'espace occupé et les critères, voilà, ces deux Voilà, questions. alors je note les deux parce que espace occupé et critères de confort. Alors effectivement, euh, là, tu mets le doigt sur les deux points qui sont le cœur du problème, hein. Alors, on pourrait revenir philosophiquement, sociétalement, sur l'évolution, mais tu as raison de mettre le doigt sur le point, pour moi, primordial, qui est la surface individuelle en jouissance. Je suis convaincu que la frugalité heureuse et volontaire est une forme d'action à suivre. Donc, je fais partie du mouvement et je suis allé participer au mois de juin, je crois que c'était en juin ou juillet, au colloque qui a eu lieu à Bordeaux. Et donc, lors de ce colloque sur la frugalité, on pouvait opter pour des visites. Et j'ai opté pour la visite d'un lotissement qui a été fait par Le Corbusier, hein, donc à côté de Bordeaux, pour la visite d'un autre lotissement qui a été développé. Alors, Le Corbusier, donc 1925, on va se la faire à la louche, hein. Le lotissement que j'ai visité, qui est basé sur de l'ossature-bois, qui est Pierre Laroutourou, je crois, de mémoire, mais je ne suis pas très sûr du nom. Pierre, en tout cas, son prénom, c'est sûr. Avait développé le concept en 1968 et je suis allé visiter un immeuble
qui est actuellement en cours de construction, de commercialisation sur Bordeaux, toujours, hein. Et donc, on a bien 3 périodes. On a 1925, on a 1968 et on a 2022. Alors, 1925, Le Corbusier, la cellule d'habitation tournait aux environs de 55 à 60 mètres carrés pour un couple avec ses enfants. Et un couple avec enfants à l'époque, c'était plutôt 3, 4 gamins qu'un enfant unique. C'est-à-dire qu'on avait donc 65 mètres carrés à la louche, hein, parce qu'il y avait 2 ou 3 types d'habitats différents, mais c'était ça la moyenne, pour une cellule familiale, on va dire de 5 à 7 personnes à peu près, hein. Donc, ce qui veut dire qu'on avait un petit 10 mètres carrés en jouissance. En 1968, Pierre a conçu des maisons de 120 mètres carrés pour une cellule familiale qui était 120 à 160 mètres carrés environ. Une cellule familiale qui était, donc cette fois, on était en plein dans le noyau. On avait 2 parents, 2 enfants, voilà, on tendait vers ça, donc on était à 4, hein. Et donc là, effectivement, on arrivait vers 40 mètres carrés habitables en jouissance, hein, par individu. Et ce que j'ai visité, donc le 3e site que j'ai visité, c'était un immeuble qui est lancé par quelqu'un qui a une excellente idée, je trouve. C'est-à-dire qu'il dit les gens veulent accéder à quelque chose qui financièrement leur est devenu assez inaccessible. Et donc il fait des plateaux vides que les gens achètent en l'état et qu'ils équipent eux-mêmes. À noter que, si j'ai bien compris, quasiment 100% des cellules possibles dans son habitat, dans son immeuble, ont été vendues à des architectes. Et donc, ce sont des plateaux sur 2 niveaux, hein, avec donc les alimentations, les évacuations, tout est là. Le bâtiment est livré clos, couvert. Et donc, et ça sonne chez moi, ben, tant pis, ils attendront. J'ai marqué que je ne suis pas disponible. Voilà. Donc, je reviens donc à cette cellule. C'est donc en duplex et ça représente environ 160 à 180 mètres carrés livrés nus parce que les gens n'ont pas les moyens de faire mieux. Et c'est acheté par des couples qui sont soit sans enfant, soit avec un enfant. Donc, on est en train de passer à une surface habitable encore plus grande. Or, notre premier impact, c'est la difficulté de chauffer quelque chose qui est grand, hein, puisque on sait que les fuites, puisqu'on revient aux fuites, puisqu'on revient au paradigme dans lequel on nous a enfermés, qui est de compenser les pertes, eh bien, les pertes sont liées à la surface de l'échangeur. Et plus on a un appartement grand, plus on a donc des surfaces extérieures, des grandes surfaces extérieures importantes par rapport au volume habitable intérieurement. Et on va vers des pourcentages qui sont défavorables. Et donc, si on veut aller vers la vertu, et je pense qu'on n'aura pas le choix, parce que si on n'y va pas, c'est les circonstances qui vont nous y contraindre, il va falloir que l'on conçoive des surfaces beaucoup plus petites, mais il va falloir qu'on soit très intelligent pour les rendre très agréables et multifonctions. Parce qu'autrefois, on travaillait à l'extérieur, maintenant, on a tendance à travailler à l'intérieur. Autrefois, les enfants ne faisaient pas d'études et à 14 ans, 15 ans, on partait en apprentissage. Aujourd'hui, les enfants font des études longues, donc peuvent être potentiellement occupantes longuement de cette cellule familiale, hein. Et donc, il faut absolument organiser, alors là, ce n'est pas de mes compétences, hein, mais les architectes d'intérieur, etc. Il faut vraiment faire travailler les ménages, hein, pour la matière grise, hein, pour réussir à faire des habitats petits, multifonctions, agréables et potentiellement évolutifs, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si l'évolutif est la solution.
ou si la solution est d'envisager de changer d'habitat au fur et à mesure qu'on évolue en termes de cellules familiales. Hein. C'est Donc, encore un autre sujet. C'est vrai on parle de plus en plus de réversibilité de bâtiments. ouais. Et voilà, il y a des choses qui sont faites hein, à différents endroits. Donc c'est vrai que c'est encore une autre grande question. Et du coup, tu allais parler, excuse-moi, du confort par rapport à Oui, la surface. Donc ouais, on est d'accord là-dessus sur le fait que voilà, la surface, c'est vrai qu'on a tendance à chauffer finalement tout le volume dans lequel on habite, alors que nous, on occupe un volume qui est très faible. Donc, il faut trouver un compromis entre chauffer suffisamment pour éviter aussi des pathologies qu'on peut avoir dans le bâtiment, comme les oui, moisissures, oui. et trouver son confort. Donc, ça peut être voilà, s'habiller plus chaudement. Sans non plus voilà, trouver ce compromis-là. Et donc, tu allais parler en fait du confort. Voilà, quels seraient les critères en fait de confort? Si on devait, tu vois, Oui. modéliser le confort, toi, tu dirais quoi en fait là-dessus? Alors, le confort, il est beaucoup moins facile de baser une réflexion sur le confort et le ressenti de confort, puisque précisément c'est un ressenti, que sur l'appréciation d'un volume potentiel de fuite. Même si les chiffres qu'on nous annonce, là aujourd'hui sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui vient d'être mise en ligne, qui est sur une conférence que j'ai faite à l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics, où je commence par dire que les chiffres qu'on nous annonce sont sortis d'on ne sait quel chapeau, et que, bon, voilà, alors, tout le monde fonctionne dessus, mais bon, c'est un petit peu du Gérard Majax, hein, comme dirait notre président, si on fait référence à des passés assez lointains. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, le confort, alors, comme je viens de le dire, c'est véritablement du ressenti. Alors, ce ressenti, chacun a sa grille de ressenti. Hein. Quand on va chez un toubib ou qu'on va à l'hôpital ou autre, qu'on nous fait des soins, on dit de 1 à 10, quand est-ce que vous allez ressentir ou non de la douleur? Bah, il y en a certains, à peine on les touche, ils sont déjà au niveau 10, et puis d'autres, on leur a coupé la main, ils sont encore qu'au niveau 2, quoi. Donc, c'est pas facile. Mais néanmoins, il semblerait que, assez universellement, la température dans laquelle les gens se trouvent bien, mais attention, la température, je vais y revenir, hein, parce que ce n'est pas une finalité, la température, c'est un moyen, hein, c'est autre chose. Hein. Mais il semblerait que, avec une humidité relative de l'ordre de 55%, avec un air stabilisé, c'est-à-dire en l'absence de courant d'air. C'est ça que j'entends par air stabilisé. On a éliminé les courants d'air. Alors, les courants d'air qui peuvent être liés à des défauts d'étanchéité dans le bâti ou qui peuvent être liés à des convections importantes qui se mettent en place parce qu'on a une autre conception, un autre défaut de conception qui est qu'on aurait potentiellement des parties très chaudes et des parties très froides qui organisent une convection, hein, et qui, cette convection peut déclencher en tout cas des sentiments d'inconfort, qui également serait assez stable au niveau de tous les volumes dans lesquels on va se déplacer. On ne passe pas d'une pièce à 12 degrés à une pièce à 25 degrés et revenir à une pièce à 12 degrés, parce que là aussi, on a des ressentis d'inconfort. Donc, qui est lié également, et là, je m'appuie sur les dires du docteur Sommet, hein, qui est une docteure issue de la faculté de médecine de Toulouse, qui est maintenant conférencière à cette faculté de médecine, etc., et qui dit, alors, elle, c'est une spécialiste de la peau, donc ça c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que quand même elle sait de quoi elle parle quand elle parle de la peau, que potentiellement nous perdrions 60% de notre chaleur corporelle par échange de rayonnement infrarouge avec les éléments qui nous entourent. Ça, c'est très intéressant. Et si on veut revenir sur le confort, je crois qu'une des choses simples, c'est de dire, puisqu'on perd par ça, il faudrait peut-être qu'on cherche à compenser par ça. Et on nous a mis en tête qu'il faut isoler énormément, mais on n'a absolument pas travaillé sur les enveloppes, enfin sur le parement auquel on est exposé,
hein. Alors qu'autrefois, justement, puisqu'ils n'avaient pas de moyens, nos anciens, de façon empirique, travaillaient là-dessus, hein. On pense souvent, par exemple, enfin on visite des églises, on visite des châteaux, etc. Et on aime aujourd'hui nous faire voir des belles pierres nues en disant, regardez comme ils ont été forts, ils ont fait ça, etc. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un travail magnifique. On voit le travail des tailleurs de pierre, etc. Ils avaient manifestement un savoir-faire considérable. Et aujourd'hui, on imagine que les cathédrales, que les châteaux étaient comme on les visite aujourd'hui. Alors que ce n'était pas du tout ça. Les cathédrales, par exemple, étaient quasi systématiquement peintes, décorées, et bon, pour d'autres raisons, hein, ils avaient inventé la bande dessinée avant l'heure, hein, mais les gens ne savaient pas forcément lire, enfin, la plupart du temps, ils ne le savaient pas, hein, et donc, au moins, ils savaient voir des images et comprendre, hein. Donc, on leur expliquait la religion via des images, mais tout ça habillé et faisait qu'on ne voyait pas la pierre, hein. On avait souvent des couleurs assez chaudes, pour autant qu'on les maîtrise à l'époque, hein, parce que les pigments étaient quand même pas aussi développés qu'aujourd'hui, aussi faciles d'accès. Dans les châteaux, on avait beaucoup de tentures, on mettait beaucoup de boiseries, et on travaillait sur des éléments qui précisément ont une effusivité intéressante. La pierre, on ne la laissait pas apparente. On mettait au minimum, et c'était l'habillage intérieur des habitats des pauvres, on mettait à minimum de la terre. On faisait un enduit terre. Alors, bon, c'est pas parfait l'enduit terre, mais déjà, c'est quand même mieux que de la pierre brute, hein. Et donc, une parenthèse, tu as parlé de l'effusivité. Est-ce que tu veux bien expliquer pour ceux qui connaissent peut-être pas oui, c'est vrai. Très rapidement, ouais. Parce que Oui, c'est un oui. terme technique, en fait, mais Alors, qui a beaucoup d'importance, en fait. ça a beaucoup d'importance. Et c'est vrai qu'on nous a limité l'appréhension de la thermie dans le grand public entre un rapport avec un lambda, qui par ailleurs n'est pas aussi stable que ce qu'on voudrait souvent nous dire, et un rapport entre ce lambda et cette épaisseur et son épaisseur de ce produit qui nous amènerait à un R. Et voilà, à partir du moment où on atteint le R magistral qu'on nous annonce, hein, 2,8, 3, 3,5, je ne sais plus, pour les parois, 8, 10, 12. Là, non, je ne raconte pas sur ma chaîne parce que je vais faire une digression trop longue, mais des fois, j'ai des commentaires, mais je me dis, mais comment peut-on mettre de telles épaisseurs pour atteindre des résultats aussi piètres, quoi. Donc, voilà. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont importantes. J'y mets le déphasage, ça c'est plus pour l'été. La diffusivité, c'est plus pour l'hiver. L'effusivité, c'est pour tout le temps. On a la capacité, donc la sorption, la désorption qu'on résume dans la perméance à la vapeur d'eau. Voilà des notions très importantes en matière de confort et de ressenti de confort qu'on n'a pas laissé découvrir au grand public. On ne lui a pas permis de le découvrir parce qu'on l'a enfermé dans quelque chose. C'est quand même dommage, hein. Alors, l'effusivité, c'est la capacité, on va essayer de se la faire simple, hein, c'est la capacité que va avoir une surface déterminée d'un matériau déterminé à capter du rayonnement. Alors, ce qui nous intéresse en thermie, ce sont les rayonnements infrarouges, hein, puisque les rayonnements, donc c'est toute la couleur de l'arc-en-ciel, hein. Ça va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et en matière de chauffage, c'est surtout l'infrarouge qui nous intéresse. C'est une longueur d'onde particulière, un rayonnement particulier. Voilà. Bon, on va s'en tenir à ça. Et donc, tout ce qui est au-delà du zéro absolu, c'est-à-dire au-dessus de moins 273 degrés Celsius et quelques briquettes, émet du rayonnement. Autant dire que dans la vie courante, tout émet du rayonnement. Et donc, il y a des échanges qui s'opèrent à partir du moment où deux surfaces sont exposées l'une à l'autre. Et donc, une émet, l'autre reçoit. Mais celle qui reçoit, elle émet aussi, et celle qui a émis au départ reçoit également. Il y a un échange permanent. Et on est dans une équation. Est-ce que je suis en positif par rapport à mes échanges avec l'environnement,
qui m'est au plus proche, tout ce qui m'entoure, les parois, mais également les meubles, etc. Hein. Et donc, j'émets des infrarouges, moi, en tant qu'individu. Et ne jamais oublier que dans un habitat chauffé, ce qui est le plus chaud et qui est censé émettre le plus d'infrarouges, c'est d'abord les systèmes de chauffage, donc soit un poêle de masse, soit un radiateur, soit un panneau rayonnant, soit un plancher chauffant. Bref, tous les systèmes de chauffage sont ce qui est émis le plus. Mais en termes de puissance d'émission par rapport à sa température, la chaudière numéro 2, ce sont les occupants. Les animaux à sang chaud. Parce que le poisson dans son aquarium, il n'aimait pas grand-chose. Mais le chien, le chat et nous-mêmes, ben, on aimait. Et donc, si on aimait plus qu'on ne reçoit, on va avoir un sentiment d'inconfort l'hiver. Par contre, l'été, si on aimait plus qu'on ne reçoit, on va être à un sentiment de confort, parce que tout ça, c'est une notion d'équilibre. L'été, l'hiver, c'est les mêmes choses qui se produisent, mais les ressentis ne sont pas au même niveau. L'été, quand je suis dans un air à 35 degrés et que ma température corporelle, enfin température de surface est plutôt aux environs de 28-30, ben, je ressens de l'inconfort. Par contre, l'hiver, quand je suis exposé à 15 degrés ou 10 degrés ou 12 degrés, je peux ressentir de l'inconfort. Donc, tout ça est à moduler. Et donc, l'effusivité, c'est la capacité que va avoir un matériau à arrêter, enfin une surface, à arrêter un rayonnement. Et tout rayonnement qu'on arrête provoque une dissipation de son énergie sous forme de chaleur. Soit je le garde, ça va se transformer en inertie, ça va faire appel à la diffusivité, par exemple, soit je le renvoie. Et le fait de l'avoir capté et renvoyé, c'est ça qu'on appelle l'effusivité. Et la diffusivité, c'est le fait de l'avoir capté et gardé du côté où c'est arrivé. C'est-à-dire que l'hiver, par exemple, j'ai un matériau isolant qui a une bonne diffusivité, ben c'est intéressant. Alors, plus ces valeurs sont faibles, c'est les équations qui arrivent à ça, c'est assez contre-intuitif, mais plus la valeur est faible, meilleur c'est. Bon, c'est comme ça. On pourrait faire 1 sur R, 1 sur quelque chose, on aurait du positif, ça serait peut-être plus intuitif. Bon, je ne sais pas. Positivement intuitif. Et donc, lorsque j'ai un matériau à effusivité intéressante l'hiver, il me renvoie le rayonnement que j'ai pu lui envoyer ou qu'il aura reçu d'ailleurs. Il peut servir de relais aussi. Et donc, pour savoir ce avec quoi on est en échange, ben on s'imagine, on se met dans une pièce, on prend une lampe électrique, on a ce faisceau lumineux, et partout où on peut éclairer, au-dessus, au-dessous, sur les côtés, quand on se tourne, partout où on est en contact lumineux, enfin où notre lampe va éclairer, je suis en échange direct d'infrarouge avec cet élément-là. Et l'effusivité est intéressante quand elle m'en renvoie un max l'hiver, et l'été, quand au contraire, elle me permet, moi, de lui en envoyer pour me décharger de mon excès éventuel de chaleur. D'accord. Donc ça fait partie des paramètres du confort. Est-ce que tu aurais un exemple de logement, d'enduit qu'on pourrait mettre qui apporterait en fait cette diffusivité, alors même qu'on a isolé ou pas? Est-ce que voilà, il y a différents... Oui. Alors, des exemples, on en a, notamment, il y a un château, j'ai participé un jour à un colloque et on croit toujours qu'on va se rappeler, et il y a un architecte qui était là, un architecte des bâtiments de France, qui avait présidé à la rénovation, la réhabilitation d'un château du 14e, 15e, je ne sais plus trop. Et ils avaient repéré des crochets au sommet des murs en pierre, parce que bien évidemment, ce château nous était arrivé avec de magnifiques murs en pierre apparente, et il se posait la question de c'était quoi ça, quoi. Et il y a eu 2 tableaux qui ont été retrouvés d'une même pièce qui avait été peinte dans une situation d'hiver et dans une situation d'été. Et dans la situation d'été, dans la pièce en question, les murs étaient apparents, parce que l'intérêt était qu'ils captent de la chaleur pour éviter qu'il y en ait trop. Et l'hiver, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait des boiseries
qui avaient été pendus. Et ils ont compris que ces crochets qu'ils avaient trouvés, qui étaient encore au sommet des murs, servaient effectivement à mettre une boiserie. Donc, dans l'exemple là, ben, on a effectivement un matériau qui est assez extraordinaire, qui présente la faculté de capter de la chaleur et de nous la renvoyer. L'hiver, quand on va en station de ski ou autre, on a rarement des modules qui sont d'un blanc immaculé, mais il y a toujours du bois partout. Et pourquoi y a-t-il du bois partout? Ben parce qu'on est en montagne, parce que l'hiver, il faisait froid, longtemps, et en plus, il y avait du bois sur place, donc c'était facile, mais on s'enfermait dans quelque chose de confortable. J'ai l'exemple chez une amie qui avait une ferme, j'espère qu'elle l'a toujours, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas rencontrée, en Haute-Savoie. Et un jour, on était en train de manger une fondue ou une raclette, je ne sais plus, mais enfin quelque chose autour du fromage. Et donc, on était face à un mur et elle me dit, Claude, as-tu une idée de pourquoi j'ai tellement froid en face de mon mur en pierre? Et le mur était moitié pierre apparente et moitié avec un lambris, j'imagine, de 9 mm sur ce qu'on appelait autrefois la frisette, sur une lambourde qui avait été mise là. Et moi, j'étais face à cette partie-là. Je dis, ben, écoute, Huguette, si tu veux, on échange. Tu vas te mettre face au bois et moi, je vais me mettre face à la pierre. Et on a échangé. Et au bout d'un quart d'heure, je dis, alors, comment tu vas? Ah ben, je vais mieux. Eh ben, elle était dans la même pièce, à la même température, avec les mêmes individus, elle mangeait la même fondue, mais face à son mur en bois, enfin, qui avait été habillé d'un peu de bois, et je ne pense pas qu'on puisse prétendre qu'une frisette de 9 mm soit un excellent isolant en soi, mais qui avait corrigé énormément, et j'aime bien l'abord, j'ai cru le voir là dans le chat, mais je crois que Pascal Lenormand, tu es là. Et donc, moi, j'aime bien ton abord où souvent tu nous parles de Fanger. Et c'est vrai que cet homme a apporté beaucoup. Et Pascal, par exemple, dit, il faut toujours rendre à César ce qui revient à César. Et Pascal parle souvent du caleçon, etc. Et donc, des vêtements. L'hiver, par exemple, si on veut être dans le confort, alors c'est vrai que quand on est en petite culotte, en t-shirt face à une paroi, souvent peinte en blanc, donc une couleur qui n'est pas forcément dans la gamme des couleurs chaudes, avec souvent des parements de l'ordre du placo et un isolant derrière qui est un isolant minéral qui n'a pas forcément une diffusivité extraordinaire, la diffusivité étant effectivement la capacité à garder la chaleur d'où elle est arrivée, donc plutôt du côté intérieur l'hiver, eh bien, forcément, on a un niveau d'échange qui n'est pas bon. Et lorsqu'on s'habille, eh bien, nos infrarouges qu'on émet vont chauffer le vêtement et le vêtement va nous réchauffer. Et donc l'hiver, par exemple, ben, s'habiller un peu dans un intérieur, forcément qu'on va être mieux. Personnellement, j'ai, merci Pascal, réadopté le caleçon. Et je peux vous dire que ça améliore terriblement le ressenti de confort. Donc, c'est quelque chose qui est à reconsidérer. Donc, alors, on pourrait faire 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures sur l'effusivité, la diffusivité, la chaleur spécifique, la densité des matériaux, etc., etc. Mais ce sont des notions que l'on devrait redécouvrir et mettre énormément en avant parce que c'est quand même plus simple dans un habitat de surface pas forcément immensément grande, et on disait tout à l'heure qu'il va falloir qu'on arrive à vivre bien dans des surfaces moins importantes, au niveau des agencements, des usages, etc. Et donc, si au lieu de mettre 15-20 cm d'isolant en mur, on arrive à corriger avec un correcteur thermique qui va nous améliorer la diffusivité avec peut-être 4-5 cm d'épaisseur, alors on ne sera pas dans le parfait, mais on verra ce qu'est le parfait. Je ne sais pas si on l'abordera,
pour autant que le parfait puisse exister, ça c'est un autre problème. C'est même pas un problème, c'est une certitude que non. Sinon, tout le monde l'aurait adopté, le parfait. Mais si donc avec 4 ou 5 centimètres, on peut améliorer considérablement la diffusivité d'une paroi. Si on peut tirer parti de ses capacités d'inertie, donc de ralentissement de la progression de l'onde de chaleur. Voilà encore une autre notion. Et si on pouvait avoir travaillé avec quelques millimètres, on n'a pas forcément besoin de beaucoup, 1 centimètre, peut-être 2, pour avoir une paroi à effusivité intéressante et que ça nous permette d'aller dans le confort, eh bien, au lieu d'avoir mangé 20 centimètres sur toute la périphérie de l'habitat, on n'aura mangé que 7 ou 8 centimètres. C'est très... Pardon. Non, je regardais, il y a beaucoup de questions sur le chat. Est-ce que tu dis, en fait, rappelle une des questions qui a été posée concernant les locataires, en fait. Parce que là, Oui. c'est vrai que ce qu'on dit, voilà, c'est applicable quand on peut faire ce qu'on veut, en fait, de son logement. Mais Oui. finalement, dans ce que tu dis, ce que je comprends, ce que j'entends, hein, c'est qu'on pourrait apporter ou améliorer le confort grâce à des correcteurs thermiques comme la chaux, par exemple, ou les enduits d'air, dans un logement où on ne serait pas propriétaire, on serait locataire. C'est ça? Oui, oui, pourquoi pas. Et effectivement, peut-être on va devoir prévenir le propriétaire qu'au lieu de changer le papier peint, on va opter pour un enduit mince, parce qu'on ne va pas forcément, quand on est locataire, investir dans 10 ou 15 millimètres d'enduit d'air à faire dans un appartement, etc., où, bon, ce n'est pas forcément toujours simple. Et en plus, le propriétaire n'a peut-être pas envie de ça. Hein, donc, il faut toujours se dire qu'il doit y avoir une relation privilégiée entre le propriétaire et le locataire. Mais pourquoi pas dire à des gens que, et même s'ils partent sur du papier peint, plutôt que mettre un papier peint vinyle, par exemple, parce qu'on va dire, ah, il est lessivable, c'est formidable. Bah, il est lessivable, ok, ça peut présenter des intérêts, mais par contre, on parlait tout à l'heure de perspirance, bah, il va perturber cette notion d'échange avec la paroi. Hein. Et puis, s'il est brillant, ben, il va avoir tendance à générer plus un ressenti naturel de froid que si il est pour le moins, comment on dit, satiné, par exemple. Hein. Et donc, voilà, il y a des choses. Les couleurs. Autrefois, on a eu la mode dans les années 60 des grandes fleurs. Donc moi, c'est de la maison que j'habite, là, je l'ai achetée, elle a été rénovée dans les années 60. J'ai une maison qui est absolument formidable. Je suis quelqu'un qui a fait une grande partie de sa carrière dans l'isolation. Et comme tout cordonnier, je porte des chaussures avec de semelles trouées. C'est-à-dire que chez moi, je n'ai pas fait l'isolation, je n'ai pas fait des travaux, j'ai commencé des trucs, mais je n'ai pas fini, etc. Parce que au fur et à mesure que j'avance, je me dis, ouais, finalement, parce que on progresse, hein, on n'arrête pas de se remettre en cause. Et donc, ma chambre, par exemple, j'ai encore d'immenses fleurs hein, dans des couleurs très automnales. Et finalement, bah, ce papier peint, ok, il est plus du goût du jour, hein, ça c'est d'accord. Hein. Mais quelque part, il est dans des aspects des couleurs chaudes. Et il participe d'une effusivité favorable. Hein, parce qu'il capte et il renvoie. Si je mets un papier peint à base de vert ou de bleu ou de blanc très uni, etc., oui, il sera effectivement plus contemporain, on dira. Hein, mais je ne suis pas sûr qu'il sera aussi confortable. Ouais. Les vêtements, par exemple, je me suis rendu compte que récemment, pour une raison X, j'étais charpentier, j'ai ressorti ce qu'on appelle le largeau. Hein. Le largeau, donc, c'est un vêtement dans lequel le charpentier est absolument pas serré parce qu'il a besoin d'étendre les jambes, de monter, etc. Donc, c'est très, très lâche. Et je me suis redécouvert, c'est de la suédine. La suédine, c'est une matière qui est plutôt froide au contact. Et pour autant, on n'a pas très froid. Et pourquoi? Parce que ce vêtement, justement ample, m'a permis de redécouvrir tout l'intérêt d'avoir un volume d'air enfermé
est une coque autour de moi-même qui me protège du froid. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, je vois qu'on met des vêtements qui collent au corps. Donc, bon, ok, c'est la mode, c'est etc. Mais ce n'est peut-être pas la bonne orientation pour aller vers une thermie correcte. D'accord. Donc en gros, si tu donnes beaucoup d'informations, alors bien évidemment, on peut te retrouver sur ta page YouTube avec énormément de vidéos et je comprends aussi pourquoi c'est difficile de trouver des réponses. Tu vois, c'est vrai que souvent on a envie d'avoir une réponse. On a l'habitude, tu sais, de chercher sur Google, c'est voilà, quel est le meilleur type d'isolant. Donc c'est vrai Ouais. qu'il y a quand même beaucoup de culture, beaucoup d'informations. Donc ça, on peut le retrouver sur tes vidéos YouTube. Tu as également lancé une formation d'habitologue. Voilà, c'est de ce que j'avais compris, c'est un peu le médecin généraliste du bâtiment, en faisant attention au terme médecin, mais c'est vrai que c'est des métiers ou des connaissances aujourd'hui qui sont pas à la portée de tout le monde ou qui ne sont pas connues de tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin en fait d'accompagner les habitants finalement sur comment traiter son logement, mais pas uniquement son logement, également comment vivre dans son logement. Donc voilà, tu dis beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup, Claude. Moi, je voulais revenir sur. Tu parles je suis sur la correction thermique. Parce que souvent, on parle de l'effet de paroi froide, mais aussi on peut Oui, parler d'effet de paroi chaude si on oui, utilise justement des matériaux. Et je pense vraiment aux locataires, hein, parce que voilà, on le voit quotidiennement. Avec tout ce que tu as dit, en gros, il y a les couleurs ont une influence, les matériaux qui sont utilisés ont une influence. Évidemment, le système de chauffage et la façon dont il chauffe ont un impact en fait sur le confort, même si malheureusement, pour faire une aparté, lorsqu'on fait un diagnostic de performance énergétique, beaucoup de choses ne sont pas prises en compte, malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui, les directions qu'on nous donne de corriger les passoires thermiques, je dirais, ne sont pas liées finalement au confort. Et donc voilà, est-ce que tu as fait énormément de projets de rénovation est-ce que tu as déjà fait par exemple des appartements où tu as proposé de la correction thermique ou, voilà, est-ce que tu as un exemple peut-être de projet que tu aurais fait dans un appartement de Monsieur Tout le Monde pour que les gens puissent avoir une idée un peu et de l'espoir sur ce qu'on peut faire? oui. Alors, en plus, le mot espoir est très bien, James, parce que justement, on est en train de redécouvrir, suite du fait de la crise énergétique que l'on vit, que on va pas pouvoir continuer à mettre des solutions les unes au bout des autres. Et donc, c'est vrai que juste un petit aparté de pourquoi on en est arrivé où on en est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne se posent plus de questions, en tout cas pas assez, et ils adorent quand ils ont, moi je le vois au niveau des questions qui me sont posées, etc. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Et c'est une excellente question en soi, mais qui doit engendrer plein d'autres questions. Et on ne se pose jamais les questions. Les bonnes questions seraient déjà de se poser, de s'interroger sur l'usage. Quel usage je vais avoir de ce volume-là? Et après, également et concomitamment, et peut-être même précédemment, quelle surface j'aurais besoin pour cet usage? Et une fois qu'on s'est posé ces questions-là, c'est sur quoi puis-je m'appuyer qui serait déjà favorable dans cet appartement, dans cette maison, dans cet habitat? Parce que on nous parle toujours des défauts et on ne s'appuie jamais sur les qualités. C'est quand même dommage. Alors c'est vrai que on voit des fois des biens où bon, c'est pas simple de trouver quelque chose de performant dedans. Mais il y a forcément quelque chose d'intéressant à tirer, toujours d'un bien. Et il faut toujours s'appuyer, pour moi, sur la première chose, c'est sur quoi puis-je compter. Et si je ne peux pas compter sur ce que le bien représente en soi, du fait de sa conception, de sa construction, il est là, il est comme ça, voilà. Qu'est-ce que mon environnement peut m'apporter? Est-ce que je peux bénéficier d'un ensoleillement? Si oui, comment en bénéficier?
Est-ce que, et je rejoins totalement Pascal, quand je le vois des fois faire des reportages, j'admire hein, ce qu'il fait parce que il se balade et hop, il fait une petite prise et devant un immeuble qui est extrêmement ouvert à l'ensoleillement, de dire comment ce truc-là peut-il être habitable l'été? Parce que c'est bien de vouloir capter de la chaleur pour l'hiver, mais il faut qu'on se méfie de ne pas en capter trop pour l'été. Donc voilà, toute la réflexion, elle doit être à trouver le bon équilibre. Hein. Et le bon équilibre, c'est aussi qu'est-ce que j'ai comme solution pour permettre que l'hiver, ça rentre et que l'été, ça ne rentre pas. Donc tout le bioclimatisme. Donc voilà des choses vers lesquelles on doit se tourner. Alors, euh, à ta question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution? C'est vrai que compte tenu que les moyens financiers ont progressé, compte tenu que techniquement on a inventé des trucs et on n'a pas qu'inventé des âneries, on a inventé des trucs bien. Hein. Et compte tenu que on est passé petit à petit d'une obligation de rechercher le confort avec une moindre consommation de quoi que ce soit, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire mieux, on s'est dit, on a des moyens, donc on va essayer d'additionner des solutions. Et on est devenu des consommateurs de solutions. Et je vois que ma chaîne, par exemple, bah ouais, il y a 7 ans que je rame et je n'ai que 23 000 abonnés. Bon, c'est pas nul, mais je vois des chaînes où bah, ils rament aussi, mais dans le même temps, ils sont à 150 ou 200 000 abonnés, voire plus. Et en fait, ce sont souvent des chaînes où on aborde des solutions. On dit aux gens, j'ai vu tel matériau, voilà ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ce qu'il fait qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va répondre à un besoin que j'ai. Donc d'abord, je dois contrôler mon besoin. Et on devrait toujours revenir aux besoins. Alors, malheureusement, dans l'évolution sociétale que l'on connaît, là, par exemple, eh bien, il va y avoir des interdictions de mise en location de biens qui seront effectivement classés dans les fameuses passoires énergétiques, F et G. Et donc, il va falloir les faire passer de F et G à quelque chose de mieux. Si possible, A, B, C, etc. Donc, bon, vous connaissez tous la pyramide hein, de la performance. Hein, on essaye tous d'être en A. Euh, alors que ça ne tient pas compte du confort. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et on va effectivement tout à fait dans le mauvais sens parce que on fait dépenser des sommes folles sur des solutions qu'on nous vend comme étant le moyen de passer du G au A. C'est peut-être très bien d'avoir cette envie-là, mais ce qui serait bien, c'est que, étant dans le A, je puisse être dans le confort. Parce que si je ne suis pas dans le confort, j'ai beau être dans le A, je vais quand même devoir consommer par monter ma température. Et on ne tient pas. Moi, je suis effaré de voir que dans les divers rapports Trémi qui passent, on constate que il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes d'isolation, de changement de menuiserie. Aujourd'hui, on est passé au stade supérieur, c'est-à-dire qu'on ne change plus les menuiseries. Aujourd'hui, on enlève une chaudière qui va bien pour mettre une pompe à chaleur dont je ne suis pas sûr qu'elle ira terriblement bien. Hein. Donc, tu parlais des habitologues. Une de nos premières certifiées, Isabelle, me faisait état d'une maison qu'elle a visitée récemment, qui effectivement, elle fait aussi auditeur énergétique. Enfin, elle a suivi la formation auditeur énergétique, mais elle n'est pas auditeur énergétique parce que Calibat ne lui a pas donné la qualification. Hein, enfin, ça, c'est en... Il y aurait beaucoup d'émissions à faire là-dessus. Bon, on va pas avoir des sujets. Hein. Néanmoins, elle a les capacités, elle a acheté les logiciels, etc. Cette maison qu'elle a visitée, qui est une maison qui a 25 ans, 30 ans, est équipée d'une chaudière à condensation au gaz qui a moins de 5 ans, 2 ou 3 ans, je crois, qui est de très bonne chaudière, qui fonctionne bien, etc. Mais cette maison est irrémédiablement dans ces classifications-là. Elle m'a dit, j'ai essayé tout ce qui est possible dans le logiciel, hein, améliorer l'isolation, changer les menuiseries, changer par une VMC double flux, machin, tout, etc. Bon, bref,
un tas de passages en revue. Elle me dit, le seul moyen que j'ai, alors j'ai expliqué au client qu'il n'y avait pas d'intérêt. Bon, il est propriétaire, occupant, s'en fout. Hein, il vit chez lui comme il l'entend. Peut-être ça va poser problème un jour lorsqu'il va vouloir vendre, s'il veut vendre, par contre. Hein. Mais le seul moyen qu'il y aurait de revenir dans les B, on n'a pas visé le A, hein, B, C, hein, c'est de virer la chaudière, mettre une pompe à chaleur. Sauf que le système est basé sur des radiateurs à eau élevée en température, de l'ordre de 55 degrés. Et qu'une pompe à chaleur pour faire de l'eau à 55 degrés, elle en est capable. Hein. Mais ce n'est plus une pompe à chaleur, ça s'appelle une chaudière électrique parce que le COP, c'est quasiment 1 pour 1. J'étais à Batimat avec mon collègue Geoffrey récemment. Il m'a présenté un document qu'il avait pris, enfin, qu'il n'a pas pris, hein, il n'a pas volé. Il y avait un fabricant de pompe à chaleur qui était là et il a pris ce document qui disait sur la première de couve, nous pouvons produire de l'eau jusqu'à 58 degrés Celsius. Fort bien. Et la troisième de couve, c'était rendre COP de 4 pour une température ambiante supérieure à 7 degrés. C'est-à-dire que s'il fait moins 5 dehors, bah déjà le COP, on ne sait pas ce qu'il est, mais il est de toute façon, on nous le dit, hein, il n'est pas de 4. Hein. Donc, et pour une température de sortie d'eau de maximum 35 degrés Celsius. Donc oui, elle peut faire du 58 degrés. Oui, elle a un COP de 4, à condition qu'il fasse 7 degrés dans l'air ambiant extérieur et que je ne produise pas de l'eau à plus de 35 degrés. Et ben, si je mets ce genre de pompe à chaleur, qui ne permettra pas au client d'être dans le confort, qui peut-être même va dégrader la situation, je vais effectivement sortir ce bien de la catégorie F ou G. Il y a quand même un sérieux problème, quoi. Alors, en plus de ça, c'est sans arrêt épinglé. On a eu, à un moment donné, les rapporteurs du GIEC qui ont dit que c'est un peu n'importe quoi, cette histoire. On a tous ont regardé la Cour des comptes. Alors non, la Cour des comptes, c'est les derniers qui viennent de regarder. Hein, mais tout le monde a regardé un petit peu tout ça. Et la Cour des comptes avait dit au gouvernement, dès le départ, on va vous marquer à la culotte et on va observer les performances atteintes en fonction des sommes dépensées. Et là, ben, ils sont en train de dire, voilà, il y a eu un rapport qui a été fait, et ils ont épinglé en disant, non mais ça va pas. Et là, non, c'est le Conseil d'État, je crois, là, qui vient de dire, non, ça va pas. Hein. Donc, ben oui, on embarque les gens dans des systèmes qui orientent vers des consommations justement de systèmes, on empile des solutions et on ne part pas dans le bon sens. On ne part pas dans le sens de la recherche du confort. Alors, je suis OK que ce n'est pas simple hein, de partir dans le sens-là. Alors, tu me posais la question, est-ce que j'ai des exemples? Oui, j'en ai. Donc, longue aparté. Hein, mais j'ai des exemples. J'ai l'exemple, par exemple, d'une jeune cliente, enfin, c'était ses parents qui étaient clients, qui étaient propriétaires de la maison, et Sophie, avec son époux, en était locataire. Cette maison a été agrandie, c'était en Haute-Savoie. Moi, j'ai fait beaucoup de ma carrière en Haute-Savoie. Et donc, c'était une maison de plein pied avec comble perdu, isolé à la laine de verre, etc. Et on a agrandi le bâtiment. On a créé, donc, enfin, il y a eu, c'est pour moi qui l'ai créé, mais moi, j'ai été invité à aller l'isoler. Et donc, l'agrandissement était sur 2 niveaux. Et il y a eu 2 chambres de créer à l'étage. Et c'était au printemps 2003 qu'on a fait les travaux. Alors, pour ceux qui sont très jeunes, ils ne se rappellent pas ou ils ne sont pas au courant, mais la première canicule qui a marqué les esprits, c'est 2003. Et donc, on s'est revus à un salon au mois de septembre. Et je lui ai dit, Sophie, est-ce que tu as remarqué quelque chose dans la maison? Ben non, rien de particulier. Juste peut-être un truc, on dormait au rez-de-chaussée, donc, alors pour rappel, donc sous de la laine de verre, en comble perdu, et encore qu'il y avait le volume des combles qui servaient. Hein. Et donc, on a quitté notre chambre du rez-de-chaussée pour aller nous installer dans la chambre du haut que tu as isolée avec de la ouate de cellulose parce qu'il y faisait moins chaud. Je dis, ben, écoute, Sophie, m'en dis pas plus, moi, ça me suffit. Tu as quitté un volume en bas qui disposait d'un volume tampon au-dessus
tu n'y dormais pas bien et avec ton époux, vous êtes allé dormir sous un toit, directement dans des combles habitables et à l'étage. En règle générale, quand il y a canicule, les gens ont plutôt tendance à passer de l'étage au sous-sol. Toi, tu es passé du sous-sol à l'étage. Donc, merci de la réponse, hein. Et sinon, j'ai un exemple d'une maison, alors il y en a eu deux de fait à l'époque, à laquelle j'ai largement participé en 2006 à Avignon. Alors certains me diront, oui, mais Avignon, c'est le sud, etc. Ouais, ok, quand le Mistral souffle ou quand le vent du nord souffle, à Avignon, il peut n'y faire pas très chaud. Et en tout cas, les canicules à Avignon, c'est une réalité. Cette maison est enfin non, oui, elle est de plein pied, mais surtout, elle est sur sous-sol, enfin sur vide sanitaire, plus précisément, pour une raison simple, c'est qu'elle est en zone inondable et qu'il était nécessaire, c'était dans le règlement du lotissement, minimum 1,20 m ou 1,30 m de surélévation. Donc, il y a eu des murs en maçonnerie qui ont été élevés, qui ont permis d'atteindre le niveau en question. Et là-dessus, on est parti sur un solivage bois. Moi, j'étais spécialiste anciennement d'ossature bois et je travaillais avec des isolants dits biosourcés, laine de bois, ouate de cellulose, etc., etc. Et donc, j'ai présidé à la construction. C'est moi qui ai fait les plans d'exécution, qui ai imposé les techniques constructives. Donc, le sol, un solivage de 180 mm d'épais, qui a été rempli de watts de cellulose, mur d'élévation ossature de 45-145, hein, on était en 2006, donc sous la RT 2005, donc c'était très bien, hein. Il y a eu dedans 145 mm de watts de cellulose projetée humide qui a été mise en place, et par vapeur, etc. Donc une gestion de la migration. Et le toit, 280 mm d'épaisseur, isolé avec de la ouate insufflée sous pression, avec par vapeur, etc. Les clients n'ont pas voulu de VMC. Je pense qu'on aurait amélioré encore avec une VMC. Mais on était en séjour cathédrale, il y avait énormément de volume, etc. Donc globalement, ça a passé. Alors, donc je redis, hein, 180 mm de ouate de cellulose au sol, 145 mm en mur, 280 mm en toiture. L'habitat est chauffé avec un mur rayonnant, c'est-à-dire qu'on a fait un refend dans lequel on a installé des serpentins, on a coulé autour un mortier, un béton donc de gravier sable chaud, et à l'extérieur, il y a des panneaux thermique solaire, hein, donc à circulation d'eau. Aujourd'hui, je pense que j'orienterai plus sur du photovoltaïque, mais là, on ne va pas entrer dans ce débat parce que là encore, ça serait extrêmement long, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est le soleil qui chauffe l'eau et on a un ballon d'eau chaude intérieur dans lequel il y a 400, 500 litres d'eau qui est stockée, je ne sais plus exactement combien. Et donc, quand il y a du soleil, on utilise cette batterie thermique. Et dans cette batterie thermique, on prend via un circuit secondaire les calories, la chaleur nécessaire pour monter en température l'ensemble de cet habitat. Donc on est bien dans du chauffage par rayonnement et les parements intérieurs sont des parements qui ont été choisis pour justement avoir disposé d'une effusivité intéressante. On est parti non pas sur du placo, mais sur du fermacell, etc. Donc, les plafonds ont été traités en bois de mémoire, hein, parce qu'il y a longtemps que j'y suis pas allé. Mais on va y retourner puisque on va faire un reportage sur cette maison. Parce que c'est quand même intéressant de savoir que cette maison, elle a maintenant, donc 2006-2022, 16 ans de recul. Et elle consomme en chauffage 26 kWh mètre carré habitable à l'année. C'est-à-dire qu'en 2006, on avait déjà un siècle d'avance sur la RT 2012, dont on sait, dont on entend dire de plus en plus, quand même beaucoup de RT 2012 ne sont pas au niveau. Donc voilà, bon, nous déjà, on était bien quand même, hein. Et cette maison ne dispose pas de clim.
Et l'été, j'ai le témoignage d'habitologues hein, donc, qui y sont allés, parce que depuis le temps que je leur disais, j'ai fait des maisons à Avignon, etc., etc. Elles sont où? Donc, bon, on les a retrouvées, ils sont allés voir. Et celui qui y est allé, quand il en est ressorti, c'était au mois de juin de cette année, on était sous la première canicule, il m'a dit, Claude, je t'appelle, je suis encore sous le coup de l'émotion. C'est Daniel Urbani, il témoigne sur ma chaîne en tant qu'habitologue, hein, et qui me dit, je t'appelle sous le coup de l'émotion, on est en canicule, je viens d'aller visiter cette maison, j'en sors, j'avais l'impression d'être dans une maison avec des murs en pierre d'1 mètre d'épais. On est à Avignon, on est en ossature bois, on a 145 mm de watts de cellulose dans les murs, 280 en toiture, et on me dit ça, et on est avec 180 mm au sol, je me dis, quand même là, peut-être qu'on pourrait regarder un petit peu ce genre d'exemple, quoi. Et donc là, on va y faire un reportage. D'accord. Et, Ok. et donc, ça, c'est un témoignage. Euh, j'ai, tiens, cette même maison, il y avait, on va parler de phonique maintenant, parce qu'on parle que de thermie, mais le confort, c'est aussi phonique. Il y avait un couple, parce que faire des maisons au Saturbois en 2006 à Avignon, on a eu du mal à avoir les permis, hein, parce qu'on on est quand même là-bas dans le règne du minéral. Et donc, il y a des gens qui étaient intéressés, qui sont venus voir, et j'avais un commercial que j'ai envoyé en disant, tiens, va là-bas, je pense qu'on va vendre une maison. Parce qu'ils étaient vraiment très demandeurs. Et quand il est revenu, j'étais persuadé qu'on avait un bon de commande, quoi. Hein, parce que bah, un chef d'entreprise, il aime bien quand même quand les bons de commande tombent. Hein. Il m'a dit non, 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 ils n'achèteront pas. Ah bah j'aimerais comprendre, quoi. Oui, bah, écoute, le couple est arrivé et la dame avait l'air d'être extrêmement perturbée, à tel point que son mari lui dit, mais tu as l'air de tourner en rond, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bah, c'est un jour de Mistral, je suis à l'intérieur et je n'entends pas le Mistral. Et pour elle, culturellement, du Sud, il y a le Mistral, on entend le Mistral. Je ne peux pas imaginer d'habiter une maison dans laquelle je n'entendrai pas le Mistral quand il souffle. Et donc, avec nos 145 mm de watts de cellulose, avec des menuiseries qui sont de 2006, hein, donc qui n'étaient pas au niveau où elles sont maintenant quand même, hein, eh bien, cette dame était perturbée parce que le bruit ne passait pas. Donc voilà le genre de performance qu'on atteint. Et puis sinon, les témoignages, oui, je vais commencer à en publier un petit peu parce qu'on est, on est toujours à essayer de communiquer sur ce qu'on est en train de faire et pas sur ce qu'on a fait, mais de clients qui oui, disent à quel point ils ont été heureux. Donc, quelque part, à l'époque, moi, quand j'ai commencé en 2000, quelqu'un qui mettait 10 cm d'isolant dans son mur avait droit à une médaille de la part de la nation. Hein. Et à l'époque, 20 cm dans le toit, on avait une deuxième médaille. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire, ouais, mais il faut peut-être envisager de mettre 25 ou 30 dans les murs et de mettre 45 ou 50 dans le toit. À un moment donné, je pense qu'on va acheter une réserve de paille. Et puis, quelque part, on va faire comme les enfants au bord de la plage. Hein, ils font un monstre château de sable, puis ils essayent de creuser dessous. Mais je ne sais pas jusqu'où on va, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que, ben, par exemple, à Avignon, effectivement, on n'a pas une maison qui soit extrêmement performante. On est à 26 kWh mètre carré habitable à l'année. Donc, on ne peut pas dire qu'on a atteint le summum de ce qu'on en aurait pu atteindre, bien évidemment. Mais puisque ce qui nous permet de la chauffer, c'est la chaudière soleil qui, jusqu'à plus ample informé, n'est pas taxée et ne risque pas de s'éteindre avant 3 milliards d'années. Ça nous laisse quelques années devant nous. À partir du moment où on peut compenser avec quelque chose qui nous est gratuitement offert, pourquoi ne nous penche-t-on pas là-dessus? Voilà des pistes que... Ouais, alors je ne sais pas si j'ai Ouais. répondu à ta question. Non, non, mais après, il y a, voilà, c'est des exemples. Il y a, voilà, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de. En fait, tu as filmé en fait tes interventions en tant qu'habitologue sur différents logements où tu as été. Donc, à chaque fois, c'est des vidéos qui font 1 heure, 2 heures. Donc, on voit qu'il y a juste un logement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, les gens peuvent trouver ça sur Internet. Je vais laisser la main un peu à Lionel aussi, qui est là, qui va poser quelques questions qu'il a relevées. Oui. Ouais. On ne t'entend pas, Lionel. Ouais.
Pardon, excusez-moi. Ah, le micro ouvert, c'est mieux, ouais. J'essaye de faire remonter quelques questions, notamment, je trouve intéressant une remarque de Thomas qui demande s'il existe une durée du A de la classe de DPE. Enfin, Ouais. j'imagine. Et du coup, en fait, pour moi, cette question-là, bon, il y en a plusieurs qui tournent autour de ça, mais elle renvoie un peu finalement à cette notion de performance et qui est souvent entendue comme performance instantanée, c'est-à-dire on livre un bâtiment avec un certain niveau de performance. Déjà, c'est déjà assez rare qu'en fait, le niveau réel de ce qui est livré corresponde à ce qu'on a étudié et imaginé atteindre comme performance. Et ensuite, en fait, il y a quand même une vraie question sur la dégradation de cette performance dans le temps. Elle est inévitable. Il y a 15 jours, on interviewait quelqu'un de chez Aticora, donc, qui est constructeur, qui a posé pendant plusieurs années des pompes à chaleur. Et il disait, il a un retour d'expérience, et ces pompes à chaleur, c'est une durée de vie de 10 ans, en fait. Et du coup, en fait, il s'est aperçu que bien qu'il faisait faire des économies d'énergie à ses clients sur ces 10 années, en fait, comme il fallait remplacer au bout de 10 ans une pompe à chaleur de 10 ou 15 000 euros, l'équation, enfin la balance au bout du compte n'y était pas, quoi. Donc en fait, comment est-ce qu'on prend ça en compte, finalement cette usure inévitable et inexorable de tout ce qu'on met en place et cette dégradation de la performance, quoi. Parce qu'après, il faut l'entretenir, cette performance. C'est bien beau qu'elle soit là au rendez-vous au moment où on fasse les travaux, mais c'est quoi dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand le vent a soufflé, l'eau est passée, le temps est passé par là? Oui, alors, ça, il y a plusieurs choses là-dedans, hein. Il y a déjà la performance, effectivement, que l'on nous vend ou que les gens sont prêts à acheter, et très souvent une performance calculée. Et effectivement, tu as raison, il y a très souvent, pour ne pas dire toujours, des fois ça va dans le bon sens d'ailleurs, tant mieux quand ça arrive, mais très régulièrement, on a quand même une performance qui nous est promise et qui n'est pas atteinte. Et donc, je trouve qu'il serait bien que tous ceux qui nous promettent des performances soient responsables sur leur denier, via une assurance, ils se débrouillent, c'est leur problème. Ils sont capables d'encaisser les bénéfices quand ils nous vendent des trucs, et bien qu'ils prennent le risque de nous rembourser quand nous, on n'a pas le bénéfice. Parce qu'un bon commerce, c'est quand tout le monde trouve son bénéfice. Le fabricant, l'installateur, le prescripteur et l'utilisateur. Et l'environnement, etc. Parce que même si chacun fait ce qu'il veut chez lui, hein, comme on dit, charbonnier est maître en sa demeure, ok, mais n'empêche que nous, on habite tous un biotope qui s'appelle la Terre. Et que moi, quand je vois des gens qui attaquent mon biotope, alors le mien, le limite, vu l'âge que j'ai, ça va, hein, je vais atteindre le bout de mon existence dans un système qui est assez confortable. Mais j'avais ma petite fille chez moi là pendant 4 jours, 5 jours. Elle a 13 mois. Et je me dis, ça va être plus compliqué pour elle, quoi. Et donc, au nom de ça, je me dis, tout le monde n'a pas le droit de faire ce qu'il veut chez lui. Parce que le chez lui, c'est quand même notre biotope en général. Et donc, j'aimerais bien que ces gens qui nous promettent monts et merveilles soient responsables sur les résultats qu'ils nous permettent d'attendre et sur la durée de ces résultats. Et moi, j'aime bien l'approche du peuple suisse, de la culture suisse. Je ne sais pas si c'est le peuple, mais en tout cas, c'est une culture chez eux. Il n'y a pas, comme chez nous, une assurance décennale. Chez nous, le législateur a dit il faut protéger l'acheteur, donc il faut que la maison elle tienne au moins 10 ans, ou pour tous les travaux liés aux grosses œuvres, etc., il faut que ça tienne au moins 10 ans. 10 ans, c'est quand même court, hein. En plus, une pompe à chaleur, par exemple, on va nous dire ouais, mais ça, c'est un élément qui peut être remplacé donc sans porter atteinte à l'habitabilité ou présenter de risque à l'ouvrage, donc on peut peut-être même le limiter à 2 ans. Donc, et tu as ce retour, Lionel, de quelqu'un qui l'a expérimenté quand même à grande échelle, hein, à savoir que voilà, il a vendu des maisons qui étaient équipées de pompes à chaleur et qui nous dit la pompe à chaleur, c'est 10 ans. Alors, je ne remets pas en doute, je ne doute pas de son retour, mais personnellement, je dis aux gens, c'est 12 à 15 ans. Parce que moi, je n'ai pas ce retour-là. Je n'ai jamais installé de pompe à chaleur, mais j'entends. Et ça confirme ce que je craignais. Alors, moi, j'ai des propositions. Elles ne sont jamais simples, mes propositions, mais ça serait d'aller vers ce que j'appelle le delta.
Alors pourquoi le delta? Parce que c'est là où le fleuve se jette dans la mer, donc il y a toute une symbolique. Quand on veut que quelque chose tienne debout, il faut qu'on ait un triangle de sustentation qui représente quelque chose qui a une forme de delta qu'on ne le voit que d'un côté, etc. Il y a plein de raisons, hein. Et on parle aussi de delta T en matière de différence entre un point et un autre. Alors, le delta, pourquoi le delta? Parce que le D, ça serait le débours. Et moi, je le vois économiquement, mais pas que. Parce que économiquement, c'est très facile à calculer. Mais déjà, si économiquement, on le prenait en considération, eh bien, je pense que au vu du retour que tu viens de nous faire, il y aurait beaucoup moins de pompes à chaleur qui se vendraient aujourd'hui. À noter d'ailleurs que les pompes à chaleur se sont toujours vendues quand il y a eu des subventions qui ont été distribuées. Or, les subventions, ça ne se vend pas. Peut-être un petit souci de ce côté-là, hein, mais bon, on ne va pas prendre le risque de se faire convoquer à traire au tribunal pour diffamation, hein. Donc, non. Mais néanmoins, alors, personnellement, le D, c'est le débours. Alors, on va le prendre sur le plan économique, mais on pourrait le prendre sur le plan CO2, sur le plan consommation de ressources, économie de ressources, etc. Donc, quand je fais quelque chose, que j'achète quelque chose ou que je l'installe, je débourse. Ça, c'est le D. Le E, c'est l'exploitation. J'ai fait un débours, j'espère en avoir un bénéfice. Et lorsque je change ma vieille chaudière par une pompe à chaleur, c'est qu'est-ce que je vais économiser sur ma consommation. Et c'est bien ce qu'on nous vend, en nous disant, ben, vous aviez un COP de 1, c'est-à-dire vous consommiez une unité et ça vous permettait de restituer une unité. Nous, on a un truc qui est absolument extraordinaire. Vous consommez une unité et vous en restez, ça va vous permettre d'en bénéficier de 4. Hein. Le COP de 4, en gros, je résume un peu, hein, j'image, mais c'est ça. Hein. Et donc, ça va être mon économie de dépenses à l'exploitation. Hein. J'ai le L, ça va être la longévité de mon appareil. La pompe à chaleur, tu nous dis, enfin, cet invité que vous avez eu, lui témoigne qu'il a constaté ses 10 ans. Moi, je dis, le constat que j'en fais, c'est au mieux 10 à 12 ans, 12 à 15 ans, pardon. Hein. Et on a le T, c'est le temps d'amortissement. C'est-à-dire que si ces 15 000 que j'ai dépensés m'ont permis d'économiser 1 000 euros de chauffage par année, ça demeure à prouver. Hein. Ça demeure à prouver. Hein. Ça veut dire que mon temps d'amortissement est de 15 ans. 15 000 divisé par 1000, 15 ans. Mais si je compare à la longévité de mon appareil, qui est de 10 ans, ben il est clair qu'il ne fallait pas que je le fasse. Et c'est là où on a le A, action ou non-action. Est-ce que je prends la décision d'y aller? Et je crois qu'on devrait institutionnaliser le delta. Si la personne ne peut pas garantir que le temps d'amortissement sera effectivement inférieur à la longévité de l'appareil, eh bien, il nous paie la différence. Et je pense que là, ça calmerait quelques velléités de commerce. Alors, pourquoi je dis que j'adore la culture suisse, c'est que eux disent, par exemple, les installateurs disent à leurs clients, je ne vais pas vous le faire avec l'accent parce que je l'ai perdu, mais est-ce que vous préférez un calcul précisément faux ou une approximation à peu près juste? Eh bien, eux disent, voilà, on va faire de l'approximation, on va dire que la pompe à chaleur, on a un calcul, on sait, c'est faux. Par contre, on a une approximation qui est de dire, tiens, finalement, cette chaudière qui est là, bon, ok, elle consomme du gaz, c'est pas bien. Par contre, peut-être on peut espérer en produire autrement. Alors, c'est encore un autre sujet dont on pourrait débattre longuement, mais peut-être aussi on pourrait aller vers un système beaucoup plus de chaleur à distance et à ce moment-là, mettre en place des systèmes de chaudière qui nécessitent plus de surveillance, à savoir, par exemple, on brûle de la plaquette bois et on distribue la chaleur. Et il y a belle lurette qu'en Suisse, on fait des réseaux de chaleur à distance. En Autriche, en 1973, quand il y a eu le premier choc pétrolier, en France, pour comparer l'Autriche et la France, hein, la France, on a dit, on a
pondu un slogan, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Très bien, qu'en faisons-nous? Les Autrichiens prosaïques ont dit, nous, on n'a pas de pétrole, et par contre, on a du bois, et pour se chauffer, il est interdit d'importer quelques ressources énergétiques qu'il soit, puisqu'on peut se chauffer avec du bois. Et d'emblée, ils ont développé les réseaux de chaleur à distance, etc. C'est quand même assez significatif de s'imaginer que c'est nous, les Français, qui avons breveté la post-combustion, qui permet, avec 1 kilo de bois, de tirer beaucoup plus de chaleur, puisque avec le même combustible, hein, si on le brûle sans post-combustion, on va atteindre dans le foyer une chaleur de l'ordre de 700 degrés environ, 650, 700, 750 environ. Avec la post-combustion, on atteint les 1100 à 1200 degrés. C'est-à-dire qu'on a presque multiplié par 2 la performance. Donc on a découvert ce principe-là, on l'a breveté. Et aujourd'hui, si vous voulez acheter quelque chose qui soit extrêmement performant dans ce domaine-là, ben, je suis désolé, ce n'est pas chez les fabricants français que vous le trouvez. Mais autrichiens, suisses, scandinaves pour les chaudières, pour les poêles italiens. Alors, on a des fabricants français qui essaient d'avancer, mais quelque part, eh ben, on n'a pas mis ça dans notre culture, quoi. Et donc, autre forme de culture, par exemple, je vous parlais de l'assurance décennale. En France, vous construisez une maison, elle s'écroule à 10 ans moins 1 mois, c'est bien, on vous la refait. Elle s'écroule à 10 ans plus 1 mois, ben, faut acheter des Kleenex, quoi, ou d'autres mouchoirs. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à une marque, mais on ne pourra rien pour vous, quoi. Donc, alors qu'en Suisse, par exemple, ça n'existe pas. Mais on dit aux gens qui installent, vous devez réaliser quelque chose qui va tenir au moins 50% du temps statistique de vie de cet équipement-là, de ce matériau-là. Par exemple, la ouate de cellulose, moi j'ai beaucoup travaillé avec la ouate de cellulose, qu'ont-ils fait? Ils ont dit, bah, on va regarder les plus anciennes mises en œuvre de ouate de cellulose, ils en ont trouvé qui avaient 60 ans, qui n'avaient pas bougé, ils ont dit, bah, minimum 30 ans de tenue. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de garantir 30 ans, et qu'au bout de 30 ans, on constate des désordres anormaux, vous devrez, avant 30 ans, hein, vous devrez les refaire. Et on a dit, vous serez responsable sur vos deniers propres, mais vous serez co-responsable parce que l'installateur, au bout de 30 ans, il n'est peut-être plus là, mais vous, fabricant, vous serez co-responsable. En France, ben non. Si c'est intégré dans le bâti, c'est 10 ans, je simplifie. Hein. Mais si c'est dissociable du bâti sans remise en cause de l'exploitation ou de risque de péril à l'ouvrage, c'est 2 ans. Donc, c'est quand même une approche qui est totalement différente. Moi, j'ai été formateur à la ouate de cellulose. Je suis allé voir mon collègue allemand qui, dans la boîte pour laquelle je travaillais, était aussi responsable. C'était la première semaine de reprise après le 1er janvier et sa formation était pleine. Je dis, mais tu fais comment pour remplir là une première semaine de janvier? Il m'a dit, mais attends, je suis plein jusqu'au 15 septembre. Et chez eux, il n'y a pas de remboursement des formations. Il n'y a pas de certificat. En France, en tant que formateur, je n'ai jamais eu le droit de dire si quelqu'un était compétent ou non à mes yeux. J'avais l'obligation de dire s'il était présent ou non à la formation. Et ce n'est pas parce qu'il était présent qu'il était censé être compétent à la sortie. Hein. En Allemagne et en Suisse, donc les gens se paient leur formation. En France, moi, on m'avait imposé de le faire en 2 jours. Chez eux, c'est 1 semaine. Tous les 5 ans, piqûre de rappel de 2 jours à leurs frais, où on peut leur retirer leur agrément. Et 20% des gens qui viennent suivre le stage repartent et ne sont pas déclarés compétents. C'est-à-dire que s'ils veulent revenir et refaire le stage pour avoir la possibilité d'exercer, parce qu'autrement, ils ne trouvent pas d'assureur pour les assurer, eh bien, ils vont devoir se réinscrire et attendre, dans le cas de l'exemple que j'avais vécu, moi, en Allemagne, avec mon collègue, je lui ai dit, mais si quelqu'un, tu ne lui donnes pas son attestation de compétence, il se passe quoi? Ben, il se réinscrit. Et tu le reprends quand? Ben, fin septembre, puisque je suis plein jusqu'au 15 septembre. Et en attendant, il fait quoi? Ben, il va à la pêche s'il veut, ce n'est pas mon problème.
Et là, effectivement, ben forcément que si on s'y prend comme ça, on a moins de sinistres et plus de performance. Donc, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait qu'on aille. Alors, pour revenir à la situation française, le A, il est garanti combien de temps? Il n'est même pas garanti en temps. Il est garanti répondre à une équation qu'on a appliquée suite à une législation qui a imposé de faire ce calcul. C'est tout ce qu'on a fait. Mais le mois qui suit, on n'a pas la performance, on ne peut même pas se retourner contre la personne parce on aura pour réponse c'est conforme. C'est malheureux, mais c'est la législation française. Donc après, oui, effectivement, comme tu le disais, Lionel, et c'est logique, les choses se dégradent. On a tendance à imaginer qu'on va faire les choses pour l'éternité. Non, l'éternité n'est pas de notre temps temporel d'humain. Hein. Les pyramides ont perdu 3 mètres à leur sommet. Hein, et pour autant, il y a quand même plus de 3000 ans qu'elles sont là, c'est déjà pas mal, mais elles se sont dégradées. Hein. Alors peut-être que c'est parce qu'on a utilisé le parement qu'on avait mis dessus, puisque à la base, elles étaient blanches, hein, elles n'étaient pas dans la couleur qu'on leur connaît maintenant. Hein. Mais malgré tout. Et donc, ouais, on fait des fausses routes, quoi. Donc, après, mais j'ai tendance à développer trop longuement, donc j'attends s'il y a d'autres questions. Vas-y, Lionel. T'es en mute toujours. Micro. Oui, excuse-moi. Oui, j'avais envie de te poser une autre question sur est-ce que tu vois une sorte de point mort, de point d'équilibre sur si on parle juste de la rénovation thermique des bâtiments, puisque c'est quand même un peu ce vers quoi on se dirige là en ce moment. Il y a beaucoup de médiatisation autour de ça. On a des effets d'annonce, des chiffres qui grossissent. Et est-ce que pour toi, tout bâti il est bon de rénover tout bâti dans ce cadre-là, dans le cadre de la performance énergétique? C'est-à-dire, est-ce que finalement aussi, parfois, la solution, c'est pas d'accepter de démolir pour reconstruire quelque chose qui tient un peu plus la route avec des matériaux qui ont moins d'impact? Alors, la construction initiale de ce bâtiment a forcément mobilisé des ressources, mais peut-être que parfois, en fait, aussi, vouloir corriger à la marge ou justement un peu plus qu'à la marge, en fait, c'est peut-être pas la bonne approche et qu'il faut aussi accepter qu'il y ait une partie du bâti qui soit obsolète compte tenu de ces nouvelles contraintes énergétiques en particulier. C'est quoi ton opinion là-dessus? Alors, moi, mon opinion est que il faut jamais être totalitariste. C'est-à-dire dire tout bâtiment qui existe doit être sauvé. Et j'ai un ami, là, à côté de chez moi, il a acheté une maison avec une annexe. Bon. Sa maison, c'est une maison des années 1900, 1910 à peu près, donc en pierre, etc. Il y a pas mal de ciment dedans parce que Saint-Lafarge était arrivé jusqu'à la Féline où j'habite. Hein, donc voilà. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle tient debout. Celle-ci, il faut vraiment essayer de l'améliorer pour tendre vers le confort. Par contre, ici, dans l'Allier, on a des taux d'ensoleillement qui sont très corrects. D'ailleurs, il suffit de voir les fermes photovoltaïques qui fleurissent de partout pour se dire que finalement, ça doit quand même être pas si mal que ça au niveau rendement. Donc, alors, ce qui veut dire que, par exemple, chez lui, eh bien, et c'est ce que je vais faire chez moi, je pense que mettre du photovoltaïque pour produire de l'électricité quand il y a du soleil et avec cette électricité chauffer de l'eau pour avoir notre batterie thermique parce que l'électricité, ce qui coûte cher, c'est de la stocker dans des batteries électriques. Parce que ça, c'est très cher, c'est très polluant, c'est pas forcément très durable, etc. Alors qu'on sait que 50% de l'énergie que nous, particuliers, on achète dans notre habitat, c'est pour du chauffage. Donc, installons une batterie thermique, hein, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, la chaleur spécifique de l'eau, c'est combien il faut de joules pour chauffer 1 kilo d'eau. C'est presque 4200 joules, alors que pour chauffer 1 kilo de pierre, c'est de l'ordre de 800 joules. 1 kilo de béton aussi, d'ailleurs, ou de verre, etc. Donc, il faut... Si vous voulez faire une expérience chez vous, vous prenez une brique, vous la montez à 70 degrés, vous la mettez dans le lit,
même que vous ne dormez pas dans le lit, ce n'est pas grave, vous la mettez dans le plumard, comme on faisait autrefois, hein, puisqu'il va falloir qu'on redécouvre ces combines-là. Hein. Et vous preniez une bouillotte en caoutchouc et vous mettez un litre d'eau à 60 degrés dedans, à la même température que votre brique. Hein. Donc on a possiblement, je ne l'ai pas là, mais un petit pistolet laser pour mesurer la température. Ça vaut 30 € sur Internet. On rigole beaucoup avec ça. Et puis, quand on fait les pâtes, on sait si l'eau est assez chaude, etc. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un outil qui ne quitte plus la cuisine. Hein, parce qu'on s'en sert beaucoup pour cuisiner. Voilà. Et c'est 30 € d'investissement, ça va. Même si il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe quand, parce que c'est quand même aussi une source de pollution. Il a fallu le produire, hein, et de consommation de ressources. Mais néanmoins, ça peut être très utile. Et donc, lorsque vous aurez mis dans le lit ou dans une situation quelconque, peu importe, à la limite c'est dans le lit ou pas, mais vous viendrez remesurer chaque heure à quelle température se situe cet élément-là. Et vous verrez que la brique sera froide bien avant le litre d'eau. Hein. Tout ça pour un même kilo. Hein. Alors, la brique, vous la pesez, et vous mettez le même volume d'eau. On va rester honnête, hein, jusqu'au bout. Après, on peut aussi raisonner sur le volume en se disant, eh bien, finalement, mon volume de briques, je vais même mettre le même volume d'eau. Hein, et vous verrez que ça permet d'accumuler beaucoup. Donc, au lieu d'utiliser des batteries thermiques, utilisons des batteries électriques, utilisons des batteries thermiques. Et pour info, quand fait-il froid? Il fait froid quand il gèle. Et quand gèle-t-il? Il gèle principalement la nuit. Pourquoi? Parce qu'on est exposé sous la voûte céleste, etc. Bon, ben là encore, échange de rayonnement. Hein, donc, on en émet beaucoup plus vers la voûte céleste qu'elle n'en émet vers nous. Donc, forcément, ça refroidit ce qui émet. Donc, c'est pour ça qu'on a de la gelée blanche l'hiver. Sauf si on a, comme chez moi, par exemple, une table extérieure que je laisse. Et ben, sous la table, je n'ai pas de gelée blanche. Parce que je ne suis pas en contact avec la voûte céleste en matière d'échange. Mais donc, lorsqu'il fait vraiment froid la nuit, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle un ciel étoilé. Et si le ciel est étoilé la nuit, le ciel est ensoleillé le jour. Et s'il est ensoleillé, il est en capacité de produire soit de l'électricité, soit de la chaleur. Et à ce moment-là, je la stocke et je vais l'utiliser la nuit, etc. Donc, je ne sais pas stocker de la chaleur à 6 mois de distance. Ça, je ne sais pas faire. L'électricité non plus, d'ailleurs, parce que c'est extrêmement complexe et coûteux. Mais je sais stocker pour quelques heures. Donc, lisser. Hein, donc, c'est important. Et donc, il peut faire ça sur sa maison. Alors, pourquoi je parle de cette maison chez mon ami? J'y reviens. Sur cette maison qui est tout à fait correcte. Et il y en a une autre à côté qui est éminemment plus sympathique dans l'abord. C'est une maison qui a probablement, je l'estime comme ça, 250-300 ans d'existence, qui par contre n'est pas habitée depuis le début du 20e. Pardon. Le toit s'est effondré. Les murs en pierre étaient faits, comme toujours, les murs en pierre, quand il n'y avait pas le liant ciment Portland, eh bien, on a en fait 2 rangs de pierre qui sont plus équilibré, calé par de la terre, parce qu'ici, on construisait avec la terre, comme dans beaucoup d'endroits en France. Hein. Il y a quand même assez peu de chaux dans les mortiers des maisons anciennes. Hein. Et donc, on avait 2 murs qui étaient appuyés avec une légère forme de trapèze qu'on appelle le fruit, hein, pour que ça s'appuie l'un contre l'autre. Et comme le toit s'est effondré, il y a une partie des murs qui sont complètement ouverts. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est encore debout, une partie qui ne l'est pas. Le toit est complètement pourri. Comme la maison neuve qui a été faite à côté a été surélevée, elle a généré une différence de niveau qui fait qu'on a créé un bassin versant qui vient dégouliner dans la maison ancienne, non habitée, et où ça rentre par la porte, etc. C'est une catastrophe. Et comme il est amoureux des vieilles pierres, mon ami s'évertue à sauver cette maison. Je pense que cette maison-là, elle était arrivée en fin de vie. Alors, je suis d'une nature qui aime bien les bâtis anciens, ça m'a fait mal de lui dire ça, mais je dis, écoute, je pense que cette maison, le mieux que tu puisses en faire, c'est récupérer les pierres et peut-être, si tu as envie, rénover quelque chose avec. Eh bien, il met toute son énergie à sauver cette maison. Ça, c'est pas logique, par exemple. Mais je suis vraiment dans un cas extrême
et où on peut dire, je pense, que l'immense majorité des bâtis anciens est sauvable. S'il est trop avancé en détérioration, en vétusté, etc., ben à un moment donné, oui, il faudra savoir le détruire et s'en servir comme d'une carrière dans laquelle on va s'approvisionner en matériaux. Mais je suis horrifié de voir que systématiquement, on essaye de faire que des bâtis qui seraient utilisables en l'état, il suffit de changer. Alors, si l'usage antérieur n'a pas amené à un niveau de pollution, je pense notamment à des sites industrialisés, etc., qu'on reclasse. Et là, effectivement, pour les rendre habitables, utilisables, il y a tellement de pollution qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se dire, on passe à autre chose. Mais globalement, pour l'immense majorité des habitats, je pense à beaucoup de centres-villes, de nos petites villes de province, parce que le centre-ville de Lyon, de Paris, de Bordeaux ou de Marseille sont occupés. Hein. Mais par contre, les centres-villes de petites villes de 5 000 à 30 000 habitants, bah, c'est vide, quoi. Et donc, ces bâtis-là sont encore là et existants. Alors, il va falloir les rendre attractifs, attrayants, pour que les gens aient envie de retourner les habiter. Mais c'est peut-être là qu'il va falloir faire appel aux sociologues, aux philosophes, etc., pour essayer de voir comment il faudrait s'y prendre avec ces bâtis anciens qu'on va réhabiliter, comment on va redonner goût aux gens d'aller les habiter, mais les sauver est sûrement une excellente chose à faire. Après, est-ce qu'il faut viser, et c'est tout le paradoxe de ce que l'on préconise aujourd'hui, c'est d'amener toutes ces maisons à des niveaux qui sont proches du BBC. C'est toujours possible à faire. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça entre dans le cadre du delta? Je ne suis pas sûr. Il faut peut-être à un moment donné se dire on va les faire moins pertinentes, ces bâtisses, et on va atteindre un niveau qui soit juste. Et j'ai bien aimé, par exemple, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, des gens qui ont été vaccinés, biberonnés au nucléaire, hein, puisqu'ils étaient là vraiment pour développer le sujet. Et vous n'êtes pas sans avoir entendu dire que depuis 10-20 ans, on a un petit peu laissé tomber la filière, hein, en France, qu'on est en train de redécouvrir, à juste titre ou pas, on ne va pas entrer non plus dans ce débat, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Et donc, à un moment donné, il y a 7, 8, 10 ans, on s'est dit, on a des gens, des ingénieurs qu'on paye, on les a embauchés, des têtes bien faites, des gens qui ont énormément de capacités, qui ont du temps, des moyens disponibles, etc., pour tester des choses. Plutôt que les laisser se morfondre, à leur dire, on va vous payer à faire du sudoku, peut-être on va leur donner des choses qui vont les intéresser et ils vont moins déprimer. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a confié, entre autres choses, au CEA, à Grenoble, d'étudier la pertinence des maisons BBC. Donc, je crois de mémoire que 7 constructeurs nationaux ont dit, nous, on offre une maison. Donc, voilà, il y a eu 7, de mémoire, hein, 7 maisons construites. Alors, bien sûr, ça a été étudié tel qu'on le fait dans ces milieux-là, c'est-à-dire qu'on a mis ces maisons dans des ensembles climatiquement isolés, etc., de façon à pouvoir étudier au mois de décembre ce qui se passe par temps de canicule dans ces maisons, ou au mois d'août ce qui se passe quand il fait -10 dehors dans ces maisons. Bon, voilà. Alors, donc, bon, on recrée des climats. Peut-être que ça aurait été moins coûteux de le faire autrement. Bref, ça a été fait comme ça. Mais à quoi sont-ils arrivés? L'un des directeurs adjoints du CEA a écrit un article qui a été publié sur Bâti Actu et qui dit que le BBC, en maison individuelle, voire même le bâtiment à énergie positive, donc ont été des fausses pistes. Il serait beaucoup plus pertinent, plutôt que d'essayer de chercher la dernière économie possible, parce qu'on n'y arrivera jamais. À un moment donné, si on veut éradiquer la fuite, il y en aura toujours une
qui sera résiduel, qui sera dérisoire, mais on pourra toujours essayer de l'éradiquer. Il serait peut-être intéressant de se dire où se situe le point d'équilibre. Et moi, j'en reviens aux maisons d'Avignon que j'ai faites. Il y en avait 2, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si, globalement, ce qui est là permet sans consommation, simplement parce que la maison, bah, y a le soleil qui se lève dessus tous les matins et qui se couche dessus tous les soirs, etc. Bon, voilà. La piste du soleil que les Égyptiens nous avaient décrite se fait, pas comme ils nous l'avaient décrite, mais se fait. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas intelligent? Et ils sont arrivés au même truc en disant chercher à atteindre 25 kWh mètre carré habitable à l'année serait probablement la bonne cible. Et pour le reste, eh bien, tous ceux qui peuvent installer du photovoltaïque sur votre maison et autoconsommer ce que vous produisez. Le CEA, qui a pendant des années dit que le photovoltaïque, c'était une fausse piste, dit, voilà, quelque part, vous pouvez, vous, en tant que particulier, apporter quelque chose. Je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Et en ce qui concerne les maisons de ville, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, peut-être qu'au lieu d'essayer de continuer à dire aux gens, on va vous proposer des systèmes individuels, etc., peut-être faudrait-il qu'on s'oriente vers du collectif, vers des réseaux de chaleur à distance, vers une grosse chaudière. On en voit de plus en plus. Hein. Beaucoup de villes en installent parce que elles se rendent compte que oui, c'est le seul moyen de revitaliser, de participer à la revitalisation des centres-villes, etc. Donc, il y a de nouvelles pistes à chercher. Alors, pour revenir à ta question, Lionel, à la question de est-ce qu'il faut systématiquement chercher à sauver l'ancien? Je ne pense pas. Je pense que dans l'immense majorité des cas, il est sauvable, mais qu'il faut avoir cette pertinence de savoir situer le curseur au bon équilibre entre ce qu'on va économiser en ne reconstruisant pas quelque chose, mais jusqu'où on peut organiser la dépense pour amener à un niveau de confort acceptable aujourd'hui. Et peut-être aussi ces habitats, eh bien, essayer de ne plus acheter 2 appartements pour n'en faire qu'un grand, mais voir comment on pourrait les rendre sexy en ayant des appartements pas forcément très grands. En essayant de voir comment, si on ne peut pas thermiquement tendre vers une performance idéale l'hiver, sachant que c'est quand même l'été qui est le gros souci de plus en plus, hein, faut surtout pas qu'on perde ça de vue, hein, mais que peut-être, si dans cet habitat, on prévoit un îlot, pas l'îlot de survie, on n'en est pas là, mais à se dire, mon habitat qui fait 100 mètres carrés, raisonnablement, comment puis-je l'imaginer pour que l'hiver, dans 60 mètres carrés, je sois bien? Est-ce qu'il peut y avoir des zonages dans lesquels on couperait avec ne serait-ce qu'un tissu thermique? C'est énorme ce que ça peut amener, un tissu thermique, et se dire, je vais réduire la surface parce que pendant une semaine, 15 jours, 2 mois, je ne sais pas, ça va être difficile de chauffer ça. Voilà des pistes que je pense on devrait creuser. Oui, c'est un peu une sorte de... Enfin, moi, j'appelle ça du nomadisme climatique, mais à l'échelle de la maison, quoi. Ouais, absolument. Partitionner les espaces pour, voilà, pour en profiter. Oui. Confortable, mais là où c'est nécessaire, quoi. Là où c'est nécessaire. Et l'été, par contre, peut-être redécouvrir tout l'intérêt qu'il y a à se protéger d'un excès de chaleur. Et là, pour le coup, les centres-villes anciens dans nos provinces, des fois, sont d'excellents lieux où il y fait correct au niveau température, hein, parce qu'il n'y a pas forcément inexorablement des îlots de chaleur qui sont générés. Hein. C'est surtout les villes récentes dans lesquelles on a ça. Bon, là aussi, dans des villes anciennes telles que le centre-ville de Paris, etc. Hein, mais que je mets quand même comme une ville assez récente, puisque c'est quand même depuis Haussmann qu'on a des grands boulevards qui sont des sources de collecte de chaleur. Hein, alors que les villes du Sud, par exemple, sont des villes qui sont avec des rues étroites et où finalement la chaleur, le rayonnement direct a du mal à pénétrer. Donc retravaillons ces choses-là, travaillons énormément aussi la végétalisation, pas forcément des immeubles, mais des rues. Hein. Travaillons les albédos des toits des immeubles, ça c'est
énorme, hein. Voilà, des pistes, ben, elles sont nombreuses, hein. Elles sont nombreuses et on ne peut pas être exhaustif, quoi. Et c'est pour ça que personnellement, je suis quelqu'un qui donne assez peu de solutions exhaustives. Je donne des pistes par maison, par appartement, selon les cas et les études très précises. Et c'est précisément le travail de l'habitologue que de tendre vers ça. Donc, j'ai un bien, il est spécifique, il est utilisé d'une façon spécifique, il est occupé comme ça, etc. Et en fonction de ça, je vais avoir des préconisations. Alors, des pistes, parce que préconiser, c'est déjà presque dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors que les gens sont grands, ce dont ils ont besoin, ce à quoi ils aspirent, c'est avoir une information sur ce que va provoquer leur décision. Est-ce que des gens ont le droit de vouloir dire, bah, moi, finalement, je préfère être dans l'inconfort l'été, mais avoir énormément de soleil l'hiver, et je ne veux pas m'embêter à installer des casquettes sur ma maison. C'est son droit, hein. Après, on discutera sur les moyens de tendre vers le rafraîchissement. Peut-être l'inciter à utiliser plus l'enthalpie de l'eau, etc. Donc, il y a des pistes, parce qu'il ne faudrait pas que systématiquement, pour résoudre son problème et avoir... là, j'ai une pancarte que j'ai là, que je garde toujours à côté de moi, qui est celle avec laquelle j'ai défilé, donc quand Greta Thunberg a dit aux jeunes « descendez dans la rue », et moi, je m'étais fait homme orchestre en disant « nos bons plaisirs d'aujourd'hui, leurs galères de demain ». Donc, ne pas faire que nos bons plaisirs d'aujourd'hui, qui seraient d'avoir du frais l'été dans nos appartes avec des clims, soient leur galère de demain, hein. Donc, mais il y a aussi là des solutions pour se rafraîchir l'été sans forcément se climatiser. Donc, ouais, il y a énormément de pistes, hein. Pour ça, il faut qu'on informe, qu'on informe, qu'on informe, qu'on informe. On n'aura jamais fini d'informer. Et les gens n'auront jamais fini de nous poser des questions. Et de se poser des questions, parce que c'est difficile d'opter pour un choix, hein. Quand on dit aux gens, ben voilà, pour 5 000 €, je t'installe une clim et tu verras, tu auras résolu ton problème d'été, et que parallèlement à ça, on arrive, nous, avec nos gros sabots, en disant, ben, ça va être un petit peu plus compliqué que ça, et je ne vous garantis pas que ça fonctionnera vraiment à 100% de vos attentes, ben, la clim est tentante, quoi. Mais à nous d'expliquer aussi les conséquences de la clim. Donc, j'ai cru voir dans les têtes, là, le peu d'images que j'ai vues, que vous n'étiez pas des vieux briscards de mon âge. Donc, vous avez toute votre vie pour faire le porteur de bonnes nouvelles, parce que des bonnes nouvelles, on en a. Mais il faut qu'on soit beaucoup à les diffuser, parce que il y a beaucoup de groupes, de moyens, enfin de groupes d'influence qui ont des moyens financiers pour convaincre les gens que oui, c'est bien d'être sensible à ce qui va se passer dans le futur, mais que quand même, on a le droit de vivre aujourd'hui, et que le pire n'est pas certain. Bah, il n'est pas certain, mais quand même, il devient de plus en plus probable, quoi. Donc, on ne va pas leur dire qu'il est certain, parce que si on leur dit qu'il est certain, c'est leur enlever tout espoir de vivre correctement. Donc, il est probable, mais il est certain qu'on peut éviter d'aller trop dans la catastrophe. C'est ça qu'il faut qu'on diffuse comme message. Mais bon, là, j'ai l'impression d'être un vieux qui prêche, donc il faut que j'arrête là. Mais je peux répondre à d'autres questions et arrêter de faire le prêchi-prêcha que je suis en train de faire. James, tu veux... Ouais, alors moi j'ai des questions. Tu as parlé d'habitologue. Moi j'avais une question. En gros, voilà, donc on peut rénover ces bâtis anciens. En fait, comment faire, vers qui se rapprocher? Tu as parlé d'habitologue. Est-ce que tu peux nous donner des pistes, voilà, d'espoir encore une fois, voilà, vers qui se tourner? Voilà, qu'est-ce que tu nous conseillerais en fait si on voulait rénover ou améliorer son logement? Quand je dis rénover, c'est améliorer, pas forcément mettre de l'isolant, mais c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et vers qui se tourner en fait? Oui. Alors, la base, c'est de se poser la question de ce vers quoi je veux tendre. Pour moi, hein, le raisonnement, c'est chacun doit se poser cette question-là, ce vers quoi je veux tendre. Il doit se poser secondairement la question, qu'est-ce que je suis en capacité de ne pas exiger de conserver dans mon confort contemporain que j'ai essayé d'être idéal.
Parce que forcément, il va falloir que l'on fasse des efforts. Donc, il faut commencer par ça et il faut que les gens rencontrent des interlocuteurs qui n'arrivent pas, comme des vendeurs, à dire j'ai l'envie de vous expliquer comment, sans faire de gros efforts, et parce que vous en avez les moyens financiers, vous pourrez être bien chez vous. Donc, non, il y aura des efforts à faire. Il ne faut pas qu'on le cache aux gens. Mais il faut que les gens acceptent d'aller vers... Et ils y sont prêts, hein. Ils y sont prêts. Pourquoi ils s'en remettent à ce que j'appelle les aigres fins? C'est parce que systématiquement, on leur propose des aigres fins. Donc, tant qu'on nous dit que ça marche, pourquoi arrêter, hein? On n'est pas forcément né masochiste par obligation, hein. Donc, on tend à aller vers la facilité. Et donc, il faut absolument que voit le jour, pas une profession, non, une orientation de tous les gens qui œuvrent dans le bâtiment pour tendre vers non pas empiler des solutions, mais avec le client, avec l'occupant, le propriétaire occupant ou le futur locataire occupant, en disant au propriétaire, vous avez intérêt à aussi réfléchir pour celui à qui vous allez louer. Qu'il soit bien chez vous, qu'il ait envie de respecter l'habitat parce que voilà, je suis bien là, qu'est-ce que j'ai comme chance d'habiter ça, etc. On est moins enclin à tout dégueulasser, quoi, hein, tout abîmer. Et donc, que tous les acteurs du bâtiment aient cette réflexion de comment je peux tirer parti de ce bâtiment, moi, en tant que plombier chauffagiste, en tant qu'électricien, en tant que maçon, en tant que carreleur, en tant qu'isolateur, etc. Comment je peux dire déjà à mon client ce qui est bien dans son bien. Et après, qu'est-ce qu'il pourrait être possible de corriger? Alors, c'est vrai que je demande, moi, aux acteurs du bâtiment d'être vertueux et de peut-être dire, vous m'avez fait venir en tant que chauffagiste et finalement, ce n'est pas de moi dont vous avez le plus besoin. C'est de quelqu'un qui va vous organiser le renouvellement d'air parce que vous avez un niveau de saturation de vapeur d'eau qui est tel que, de toute façon, à moins de chauffer à 22 ou 23 degrés, vous ne serez jamais bien chez vous. Donc, c'est demander à chaque artisan ou artisane d'être père ou mère la vertu, alors qu'il a besoin de vivre et de trouver des heures de travail pour ses gars ou ses compagnons, hein. Donc, c'est pas facile. Alors, au nom de cette difficulté-là, je pense qu'il y a lieu d'avoir des professionnels que vont être les habitologues pros qui verront le jour, qui seront des gens qui ne seront ni des architectes, ni des maîtres d'œuvre, ni des assistants de maîtrise d'ouvrage, ni des carreleurs, ni des chauffagistes, ni des plombiers, ni des électriciens, ni rien de tout ça, mais qui seront des gens informés de la globalité de ce qu'est le confort dans un habitat, de ce vers quoi, en fonction des contraintes de cet habitat et des aspirations que l'on a, on peut essayer de mettre en cohérence les deux. Parce que la vraie fonction de l'habitologue, c'est faire qu'il y ait une rencontre entre les capacités du bâti et les aspirations de l'occupant. Qu'il y ait effectivement un respect de l'habitat et de l'habitant. Et que tout ça se fasse en respect des aspirations des générations futures qui, inévitablement, voudront elles aussi accéder au confort et au nom de quoi on n'a pas le droit de consommer bêtement et de façon abusive des ressources pour atteindre un niveau de confort qu'on pourrait avoir avec des solutions plus vertueuses. Donc, c'est peut-être ça la fonction de l'habitologue. Et comme on ne peut pas demander à tout... Parce que c'est déjà difficile. Moi, j'ai été artisan. J'ai été charpentier. J'ai été constructeur. J'ai été spécialiste de l'isolation et j'ai fait de la maîtrise d'œuvre. C'est difficile d'être déjà compétent dans chacun de ces métiers que j'ai pratiqués. Et donc, un bon chauffagiste, c'est déjà quelqu'un qui a énormément de compétences. Et lui demander en plus d'être compétent sur une approche globale, comment
je vais prendre en compte, ou un maçon, comment je vais prendre en compte les remontées capillaires, comment je vais les gérer, comment je vais marier les contraintes d'un isolant avec ça, comment je vais renouveler l'air, etc. C'est énorme ce qu'on leur demande. Et donc là, l'habitologue est quelqu'un qui est spécialiste de rien, mais informé de tout, qui ne prescrira aucune solution, mais qui donnera des pistes à son client en l'informant du positif et du négatif de chaque option pour laquelle il pourrait se décider. C'est ça le métier d'habitologue, et c'est énorme et c'est très long. Moi, je pensais au départ, quand j'ai monté cette formation, que en quelques, allez, globalement, 10, 20 semaines, on pourrait, etc. Et je me rends compte que finalement, on n'est jamais habitologue fini d'être formé. Parce qu'on découvre sans arrêt de nouvelles aspirations d'occupants, de nouvelles contraintes sur des bâtis qu'on n'avait pas imaginé pouvoir exister, soit en tant que de bâti, soit en tant que de contraintes dans ce type de bâti. Que les industriels, étant mieux, cherchent des solutions et nous en proposent. Et que les anciens ont beaucoup à nous apprendre également, à nous dire, bah, autrefois, on avait... Moi, j'aime bien utiliser l'exemple de... Pour ceux qui me connaissent, ils m'ont déjà entendu parler de Joseph. Joseph, c'était un vieux paysan au Savoyard qui était retraité, vieux garçon, qui n'avait pas beaucoup de sous, mais plein de bon sens. Et qui, un jour, alors qu'il remontait, pour ceux qui connaissent le Chablais, vous connaissez la foire de Crète, il remontait de foire de Crète, une des plus anciennes foires françaises, je crois, après la foire du Trône à Paris. Et donc sur laquelle on peut acheter un tas de trucs, etc. Et Joseph remontait il avait acheté des outils. Moi, je le connaissais parce que j'étais en train de construire 2 chalets à côté de chez lui. Et en remontant le lendemain de la foire de Crète, je dis tiens, je vais aller voir Joseph. Je vais reprendre doucement. Il va m'offrir un café ou un verre de blanc selon ce qu'il aura de disponible. Et effectivement, on va offrir un café. Et je lui dis eh ben, dites voir, Joseph, vous avez acheté de super beaux outils là. Il me dit, qu'est-ce que tu veux me dire pareil? Mais je pense que vous avez acheté des outils qui sont quand même peut-être un petit peu luxueux par rapport à vos besoins à vous et qui vous auront coûté cher. Et là, il s'est levé comme un diable qui sort de sa boîte. Tu apprendras que je ne suis pas assez riche pour acheter 2 fois. Et je pense qu'il faut tous qu'on se dise qu'on n'est pas assez riche pour acheter 2 fois, du fait de nos moyens financiers, mais du fait également des ressources que l'on va consommer et des émissions de gaz à effet de serre que l'on va provoquer. Et que donc, au nom de ces 3 raisons-là, on doit être très raisonnable et pertinent dans nos choix. Et l'habitologue, c'est celui qui va aider le client, son client, le particulier, le propriétaire, occupant ou non, à aller vers la solution qui va amener le plus grand confort possible, de la façon la plus pertinente possible, en consommant le moins possible, en étant le plus durable possible, le plus respectueux possible de l'environnement, de l'occupant, de la salubrité du bien, etc., etc., etc. Donc voilà ce qu'est l'habitologue. Et je pense que ça, c'est une fonction qu'il va vraiment falloir développer. Et ouais, c'est énorme. Une fonction et des compétences finalement. Des compétences. C'est vrai que le fait que tu aies intervenu, par exemple, dans une école montre bien que les générations actuelles ont également, peuvent avoir également un impact. Donc, toutes ces informations, toute cette culture que tu transmets, elle peut être acquise en fait par différents profils finalement. Il ne faut pas nécessairement être ingénieur ou constructeur pour être capable en fait de savoir ça. Donc, ok. Non, mais merci pour les explications. Je vois qu'il est presque 14 heures. Voilà, ce que tu as expliqué, je pense, résume bien aussi la discussion qu'on a eue là pendant presque 2 heures sur finalement la sobriété, comprendre l'impact qu'on a en fait sur son logement et également apprendre à vivre avec son logement et le logement aussi dans son environnement. J'ai bien aimé le fait que tu n'aies pas répondu nécessairement à chaque fois par des réponses parce que ça prouve bien que c'est beaucoup plus large en fait que voilà, un épaisseur d'isolant, un matériau à utiliser, mettre de la ventilation ou pas. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses
à savoir et que ça prend du temps, en fait, de mettre en place les bonnes choses et qu'il n'y a pas finalement qu'une seule façon de rénover un habitat. Ça nécessite voilà, beaucoup de compétences, beaucoup d'informations et des gens aussi qui ont envie de transmettre ces informations. Donc merci encore à toi d'avoir fait déjà tout ce travail jusqu'à maintenant et d'avoir participé à cette session pour le public qui nous a suivis encore jusqu'à maintenant. On a plus de 30 personnes qui sont connectées. Donc merci beaucoup. Si tu veux peut-être dire un mot de la fin pour qu'on conclue. Oui, alors moi je conclurai par un constat et des dires de clients de l'habitologue que j'étais avant même de savoir que on allait inventer ce mot, quoi, avec mon collègue Geoffrey. De ce que j'ai constaté, de ce qu'ils m'ont dit, mais il n'y a pas d'exception. Le fait de m'avoir payé ou d'avoir payé un habitologue a permis d'économiser infiniment plus en travaux inutiles ou mal appropriés et de façon incroyable, il y a un bénéfice qui est bien plus important que le débours réel réalisé et que, Lionel, tu parlais tout à l'heure d'investissement et d'amortissement et je pense que l'habitologue, le conseil qui va... Alors, il n'y a pas que nous qui sommes en capacité de former des habitologues, heureusement. Et il y a déjà aujourd'hui des gens qui sont en capacité de l'être sans être passés par notre formation, mais on a la possibilité d'offrir ça. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu. Comme quoi ça peut arriver. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un énorme besoin de la part de tous les gens qui vont entamer des travaux et qui penseront un tant soit peu comme Joseph. Je ne suis pas assez riche pour dépenser 2 fois, donc il faut que je fasse la bonne dépense. Et on aide les gens à aller vers la bonne dépense. Voilà peut-être la fonction d'habitologue. Ce qui est le plus beau, c'est quand on repart, les gens nous paient de notre intervention, c'est normal, mais également ont un grand sourire et nous disent « Ah, grand merci ». Et ils ont une autre question, c'est « Et maintenant, on fait comment ?» Et donc, maintenant, il faut que tous les gens qui sont dans le bâtiment s'approprient cette approche. Parce que voilà, c'est tous les acteurs qui vont avoir à apporter. J'ai été très heureux de vous parler, de vous transmettre quelque chose. Si j'ai pu être utile, en plus, tant mieux. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Claude. Un petit rappel pour la semaine prochaine, on fait un live avec une société qui s'appelle UpFactor. Le but du débat, c'est comment limiter l'artificialisation des sols tout en améliorant la performance énergétique du parc existant. Donc, on continue là-dessus. Et en fait, on va voir qu'ils arrivent à financer la surélévation pour éviter justement, et en même temps, la rénovation énergétique. Donc, c'est un sujet intéressant. On va recevoir Didier Mignery, qui est le fondateur et président d'UpFactor, la semaine prochaine sur cette même chaîne. Merci beaucoup. Merci Claude, encore une fois. Merci Lionel. Merci à tous les participants. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.